l'année dernière, d'ailleurs officiellement la succession. On est les héritiers de ce craint d'Ardevin de 75, et donc on a toute une histoire, sur une réflexion sur la lutte antinucléaire depuis cette époque-là. Et donc l'année dernière, les anciens nous ont officiellement remis la caisse du craint. Il y a toujours une caisse, c'est extraordinaire, hein. 40 ans après, il y a encore une caisse. Le craint d'Ardevin avait encore une caisse, donc ils ont remis la caisse. Et donc ils ont officiellement transmis le relais, ce qui te fait très plaisir, mais c'était un peu formel. Voilà. Et donc je suis aussi l'un des animateurs du collectif Antinucléaire Ouest, avec beaucoup d'amis. Vous avez vu qu'il y a plus de 150 bénévoles sur le site, hein, c'est considérable. Notamment de créer un fonds d'investissement qui permet de financer les projets d'énergie renouvelable citoyens et qui a un certain nombre de salariés de bénévoles qui travaillent pour accompagner les porteurs de projets qui veulent bien se lancer dans cette aventure. Ok, merci Michel. En passant, puisque j'ai la diapo qui s'affiche sur l'écran, donc la main verte, pourquoi donc nous c'est donc le logo de Stop Nucléaire 56 Travolard. Pourquoi une main verte? Simplement parce que donc en 1975, lors d'une manifestation qui avait rassemblé quelques 15 000 personnes donc à Erdevenne, un grand rassemblement le week-end de Pâques, et bien donc il y a un monument, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le visiter, à aller le voir, parce qu'il est super, il est très beau, et puis en plus la côte est super. Donc un monument a été construit, réalisé à l'emplacement où à peu près où aurait dû être, où il aurait pu y avoir un réacteur nucléaire aujourd'hui. Et donc c'est une main verte qui peut faire 3 mètres de haut à peu près sur un support souche qui doit faire aussi à peu près 2,50 m. C'est un très beau monument, c'est très joli. Et donc c'est cette main verte effectivement qui dit non aux centrales nucléaires, 30 mars 1975, donc qu'on a repris sur notre logo. Donc oui aux alternatives énergétiques locales, c'est toute la problématique que nous on développe dans le Morbihan depuis de nombreuses années. Et donc l'année dernière, à l'occasion du 40e anniversaire, justement avec Michel, on était intervenu sur cette thématique-là. C'est un petit peu aussi ce que je pense on va vous présenter aujourd'hui. Un petit point sur des choses que vous connaissez, il n'y a rien de nouveau. Sur un petit point sur le nucléaire en France, c'est une forme d'énergie qui est extrêmement centralisée. C'est la première chose qu'il faut bien se remémorer. Il y a 19 centrales, sur chaque centrale il y a plusieurs réacteurs, mais 19 sites de centrales de réacteurs nucléaires en France. Donc pour 58 réacteurs, ça représente actuellement donc 77% d'électricité nucléaire. Alors les chiffres ils évoluent entre 77 et 80%. Si on s'intéresse à l'énergie consommée, ce n'est que 77%. Et ça représente seulement 17% d'énergie consommée en France. Ça consomme beaucoup plus d'énergie sur les transports, sur l'agriculture, etc. Et en chauffage, gaz et autres en électricité. Par contre, la France est aujourd'hui donc le pays le plus nucléarisé puisqu'on a un réacteur par million d'habitants. Et puis, dernier constat, et on était là pour ça ce week-end, eh bien donc on a des réacteurs en fin de vie qui nécessiteraient ou leur arrêt ou des réflexions qui seraient extrêmement coûteuses et qui sont d'ailleurs à peine envisageables, c'est ce qu'on verra dans le diaporama. Alors, sur l'âge des réacteurs, parce que là aussi, il faut dire les choses. Donc en 2016, on a 42 réacteurs qui ont dépassé leur limite d'âge de 30 ans. Ça veut dire qu'ils rentrent après dans des... il faut revalider pour 10 ans, c'est ce qu'essaie de faire actuellement EDF et la SN, revalider leur fonctionnement pour 10 ans. Il faut savoir qu'en 2017, l'année prochaine, 46, en 2018, 48, en 2019, 51, en 2020, 52 sur 58. C'est-à-dire qu'en 2020, tout le parc français, pour l'essentiel, il va rester Civaux, chaud, tous les réacteurs seront obsolètes. Alors, que prévoit EDF face à l'obsolescence de son parc? Deux solutions. Une solution aurait consisté à développer des alternatives, c'est on arrête au fur et à mesure les réacteurs et on met en production des sources d'énergie et d'électricité alternatives. Ou alors le rafistolage. Le rafistolage, ça consiste tout simplement à remplacer les générateurs de vapeur, c'est-à-dire ce qui est l'interface entre le cœur du réacteur et les turbines de vapeur, les remplacer, parce que c'est un élément qui est quand même tout à fait critique. Par contre, on ne peut pas intervenir sur le cœur du réacteur lui-même, sur la cuve, sur les bétons, etc., parce qu'effectivement, on a une autre activité qui
qui ne sont pas gérables. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas très bien comment ça a vieilli, et le risque de catastrophe est évidemment imminent. Parce que c'est sur une voiture, quand il n'y a plus d'huile dans votre moteur, hein, ou vous arrêtez tout de suite, hein, ou vous continuez, mais il y a de la casse, par le risque d'accident. Le coût du rafistolage, les chiffres EDF, c'est 60 milliards d'euros, hein, 55-60 milliards d'euros. Les estimations hein, sont plutôt de l'ordre de 100 milliards d'euros. C'est considérable, hein, on ne joue pas dans des petits chiffres. Là, et EDF, donc n'a pas les moyens. Alors, aussi, très rapidement, donc un risque inacceptable, inutile ou inacceptable, c'est bien inacceptable. Fukushima, Tchernobyl ont montré la dure réalité du nucléaire, dont des centaines de milliers de personnes déplacées, des centaines de milliers de personnes qui sont victimes hein, dans leur chair de la catastrophe, et un risque qui n'est ingérable du point de vue démocratique. Hein. On voit bien ce qui s'est passé en Biélorussie ou au Japon, hein, où on nie la réalité, etc. Je ne reviens pas à ces choses que vous connaissez. Les déchets, évidemment, donc là, juste pour citer comme la question de Bure, aujourd'hui, personne ne sait que faire des déchets nucléaires, et la seule solution, si on peut parler de solution, hein, la seule chose qu'ils ont réussi à inventer, c'est les enfouir à grande profondeur, qu'on les cache. Et de l'aveu même de certaines personnes de l'Andra, de toute façon c'est irréversible, parce que de toute façon personne ne pourra gérer ces déchets à grande profondeur sur des dizaines de milliers d'années. Donc de toute façon, c'est une façon de cacher la misère, il n'y a pas de solution. Des déchets radioactifs sur tout le territoire, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que Bure, il y en a partout, il y en a juste à côté d'ici, hein, à La Hague, hein, puisque non seulement on a le retraitement des déchets, on a des réacteurs en piscine, on a du plutonium sur les étagères, parce qu'on ne sait pas où mettre ce plutonium, il y aurait 80 tonnes de plutonium. Mais ceci dit, il y a des transports dans tous les sens sur la France, hein, d'ici vers Marcoule, vers le Bugey, c'est la Bugey, hein, donc il y a un projet, vers Soulaine, et puis bien vers Bure, peut-être. L'EPR, un petit point sur l'EPR. Donc la première chose, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est la faillite d'EDF globalement, faillite technologique. L'EPR présente aujourd'hui, de Flamanville, hein, présente aujourd'hui des défauts qui sont irrattrapables. La cuve, hein, donc la métallurgie de la cuve est telle qu'aujourd'hui elle présente une résistance inférieure aux réacteurs qui ont été construits dans les années 70. La solution que propose EDF, c'est, un réacteur prévu pour 1650 MW, c'est de descendre sa puissance à 900 MW, en disant peut-être qu'à 900 ça tiendra. On en est là, hein, il n'y a pas, c'est un réacteur on ne peut pas décemment le mettre en service compte tenu des défauts qu'il y a sur la cuve et le couvercle. Donc ça c'est la première chose. Il y a d'autres problèmes, mais celui-là c'est le principal, et l'ASN elle-même, on se pose des questions. Coûteux, évidemment. Alors moi, ce qui me fait sourire quelque part, c'est que Michel, il en est l'un des acteurs, en plus il est à côté de nous aujourd'hui, c'est que donc en 2006, hein, on s'est posé la question, avec les 3 milliards d'euros de l'EPR, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, je ne sais pas si tu développeras, mais donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On avait dit on va créer des milliers d'emplois, on va avoir dans les alternatives, etc. Si à l'époque on vous avait dit vous auriez eu 10 milliards, alors là, on n'ose même pas imaginer, c'était Byzance. D'accord, donc 10 milliards d'euros, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans les alternatives avec 10 milliards d'euros? Bonne question. Inutile parce qu'aujourd'hui, avec 58 réacteurs même obsolètes, on est en surproduction et donc EDF brade son électricité vers l'étranger à tel point, c'est qu'on est amené, les Allemands sont amenés à arrêter leur parc éolien hein, en certaines périodes de l'année parce que EDF est en surproduction. C'est souvent le cas au printemps et à l'automne. Parce que l'été, ils sont obligés d'arrêter les réacteurs pour des questions de refroidissement, et en hiver, parce qu'effectivement, quand même, il faut qu'ils produisent. Mais à mi-saison, hein, automne et printemps, donc EDF est en surproduction, et donc ils bradent, à ce moment-là, on a du vent hein, en particulier, et du soleil, et donc ils bradent l'électricité vers l'Allemagne, l'Espagne, notamment, et donc les fermes éoliennes s'arrêtent, et d'ailleurs même en France, hein, si vous regardez un peu le fonctionnement des éoliens, mais peut-être que Michel aussi, tu parles dessus, de Michel dessus, hein, vous voyez effectivement la difficulté qu'ont les producteurs à
à fournir leur électricité, puisque donc, le dispatching d'EDF donc, les arrête. Quelque chose, donc faillite technologique, faillite financière. Donc, quelques chiffres quand même, je ne sais pas, il y a une très belle infographie de Ouest France qui est parue il y a quelques temps, qui explique bien la problématique. La capitalisation boursière d'EDF, c'est 18 milliards d'euros. Bon. La dette d'EDF, c'est 37 milliards d'euros. Donc, n'importe quelle entreprise qui a une dette qui est quasiment du double de ses capitalisations, d'accord, normalement, elle fait quelque chose. Hein, c'est la faillite, c'est le dépôt de bilan, ou alors il est temps de réagir. Là-dessus, il va falloir rajouter quand même les 10 milliards d'euros ou 12 milliards d'euros de l'EPR, il va falloir financer, c'est une dette à venir. Areva, qui elle est en faillite, d'accord, a revendu à EDF, donc Areva NP, c'est la partie construction des réacteurs, pour 2,5 milliards. Tout ça, ça se rajoute encore, hein, la dette d'EDF. L'EPR d'Hinkley Point. Donc EDF s'est engagé sur 16 milliards d'euros. Actuellement, c'est quasiment signé, 16 milliards d'euros. Le directeur financier d'EDF a démissionné. Il a dit EDF ne peut pas aujourd'hui financer Hinkley Point. Il a démissionné. On continue droit dans le mur quand même. 16 milliards d'euros en plus. Alors, l'engagement d'EDF sur CIGEO, donc le stockage donc, des déchets nucléaires, c'est minimum 20 millions d'euros. En fait, la fourchette est entre 16 et 44 millions d'euros. Notre ministre de l'Environnement a tranché à 24 milliards d'euros. Ségolène Royal, donc, mais ça vous donne l'engagement d'EDF, là encore, sur un autre... voilà. Et puis, le démantèlement des centrales à Svendvik qui est estimé à entre 40 et 80 milliards d'euros. Là, c'est clair, EDF vient de repousser à plus de 20 ans. Donc ça, c'est facile, on ne démantèle plus, ce qui résout le problème du financement, en tout cas, du démantèlement. Et puis, le grand carénage, hein, donc ça, je vais terminer par ça. Donc, je viens d'évoquer le chiffre de 100 milliards d'euros. EDF, c'est 60 milliards, hein, c'est 56 milliards d'euros. Bon, largement le dépassé, ça s'est très mal passé c'est à Palmel, hein, donc un générateur de vapeur est tombé avec quelques centaines de millions d'euros de dégâts. Voilà, donc faillite financière d'EDF, faillite technologique, faillite humaine aussi, ça on n'en parle pas, mais aujourd'hui le nucléaire n'intéresse plus les jeunes dans les écoles d'ingénieurs ou les universités, et ils ont un problème de compétences, hein, EDF, de réelles compétences. Les salariés d'EDF ne veulent plus travailler dans le nucléaire, et les jeunes ne veulent plus travailler dans le nucléaire. Ça veut dire qu'on voit bien que derrière EDF, donc la faillite complète du système. Voilà, donc c'était cette introduction hein, qui me semblait indispensable pour bien rappeler donc, les enjeux. Les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, on est au pied du mur, c'est marche ou crève. Hein, il va falloir que, effectivement, tout le monde se mobilise. Alors, revenir juste un petit peu quand même sur les chiffres, parce que on vous présente toujours les chiffres donc, en production, et on vous dit que le nucléaire, ça représente 78% de la production d'électricité. 77, 78, 80%. C'est vrai, en production. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de regarder la consommation. Parce que nous, consommateurs, ce qui nous intéresse, et quand on va parler des alternatives, il va falloir nous fournir aux consommateurs. Hein, parce qu'il faut retirer donc de la production du nucléaire l'autoconsommation, les exportations, etc. Nous intéresse, c'est ce que nous, on est capable, effectivement, de consommer réellement. Hein, parce que la production, parce qu'on est capable de produire ce qu'on consomme. Donc, en 2011, les chiffres sont de 541 TWh donc en production d'origine nucléaire, et ça représente une puissance installée de 126 gigawatts. Hein, donc c'est des tableaux que vous connaissez, hein, mais regardez bien que la part du nucléaire qui est quand même en production, en consommation, se réduit à 50%, avec une part importante sur l'hydraulique, hein, le gaz, le charbon, etc. Alors, il y a Sylvain Huppert, un de nos amis d'Architecto, je n'ai pas voulu faire son diaporama parce qu'il est très bien, il est très explicite, qui a fait une étude qui est basée essentiellement sur des chiffres du Sénat, une étude pour savoir qu'est-ce qui peut arrêter des 20. C'est-à-dire si on compare la capacité de production en France
les parcs éoliens existants, en tenant compte aussi des économies d'énergie qu'il est capable de faire sans arrêter, sans souffrir, hein, donc raisonnable. En restant dans le raisonnable, eh bien, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Eh bien, il est arrivé à une conclusion, et je vais la détailler. Donc, il est possible d'arrêter 39 réacteurs sur les 58 français dès demain matin, hein, sans coupure d'électricité. Donc, voilà, je vais essayer d'expliquer un petit peu sa façon de voir les choses. Ça remet à plat un petit peu la conception qu'on peut avoir bien de l'arrêt du nucléaire. Peut-être déjà, avant de commencer, rappeler qu'à Fukushima, après Fukushima, le Japon a arrêté la totalité de ses réacteurs en un an. Depuis, alors ils ont arrêté assez longtemps quand même, et donc il y en a 2, voire 3 qui ont démarré, enfin, il n'y a que 2 qui fonctionnent actuellement. Donc des gros soucis, parce qu'un réacteur nucléaire, lorsqu'on le laisse arrêter trop longtemps, on ne peut plus le redémarrer. Hein, on a des contraintes thermiques sur les matériaux qui font que en fait, c'est très difficile de le redémarrer. Et donc les réacteurs de Sendai qui ont redémarré au Japon donc, démarrent, arrêtent, ils ne sont pas en production stable. Alors en 2009, ils ont arrêté combien? Ils en ont arrêté 52. Enfin, ils ont arrêté 54 au départ, ils en ont démarré 2, donc il y en a 52 d'arrêtés actuellement. Et comment donc ils ont arrêté? Je vais vous présenter la solution française, on reviendra dans les questions après peut-être sur le comment. Donc, revenons donc à la France. Donc en 2009, les chiffres datent un peu, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis. Donc on a une production de 387 milliards de kilowattheures, soit de térawattheures, 387 térawattheures, donc en 2009. Ça, c'est la production. Voilà. Alors, les exportations, toujours en 2009, 66 térawattheures par an. D'accord? Bon, ça, on peut les arrêter. C'est des contrats commerciaux, on peut arrêter donc ces 66 térawattheures de les exporter. L'autoconsommation, donc c'est l'enrichissement d'uranium, Georges Besse, le stockage donc à la Hague, Bure, etc. Tout ce qui est autour, donc le retraitement, etc. Ça représente 2 térawattheures par an quand même. C'est pas négligeable. On peut. Alors, Sylvain Aupert, lui, considère que Fessenheim va s'arrêter. Il dit Fessenheim va s'arrêter et il n'est pas prévu de remplacer Fessenheim. On dit toujours l'EPR, mais l'EPR donc étant problématique. Donc il dit on fait d'office 10 TWh par an d'économie sur Fessenheim. Et puis localement, on peut faire des petites importations de renouvelables. C'est juste à côté, il n'y a pas de souci. Donc on peut arrêter Fessenheim 10 TWh par an. Alors depuis 2009. Elle a un peu plus fort. Le micro. Oui. Depuis 2009, donc on a les puissances des centrales électriques classiques, pétrole, charbon et gaz, qui représentent une puissance de 24 millions de kilowatts, c'est la puissance, n'ont fonctionné que 1800 heures. Pourquoi? Parce que ces centrales thermiques classiques sont prévus pour pallier à des arrêts du nucléaire, soit des arrêts techniques, soit des problèmes de pointe, c'est-à-dire qu'on surconsomme, donc le nucléaire ne peut pas faire face à cette surconsommation, soit l'été à l'inverse, donc on est obligé d'arrêter des réacteurs parce qu'ils ne sont pas suffisamment refroidis. Ça veut dire que 1800 heures sur 8600, ça veut dire qu'il y a des centrales aujourd'hui qui sont à l'arrêt. Les centrales qui sont carrément thermiques, qui sont à l'arrêt toute l'année, du personnel qui est prêt à les démarrer, et on attend qu'on ait besoin de ces centrales pour les démarrer. Il faut savoir que, par exemple, moi je suis en Bretagne, on a une centrale gaz à cycle combiné pour cogénération, en tout cas à Montoire, qui est toute neuve, qui a été construite il y a 2 ans par le GDF Suez, Engie aujourd'hui, qui a été arrêtée, elle est toute neuve, elle n'a jamais été mise en service, parce qu'aujourd'hui le coût d'électricité, le dumping de l'électricité nucléaire est tel qu'il n'est pas rentable de la démarrer. Donc Engie attend une remontée des prix de l'électricité pour pouvoir démarrer leur centrale gaz. Donc c'est un petit peu la situation en France, chose qu'on parle assez peu et que Sylvain Aupert donc a étudié. Et donc si on faisait fonctionner ces centrales électriques classiques, sans en construire de nouvelles, il n'est pas question d'en construire de nouvelles, mais uniquement exploiter l'existant.
À puissance nominale sur l'année, ça permettrait de produire donc 163 TWh. C'est considérable. C'est considérable. Alors, depuis 2009 et en moyenne, et ça c'est quelque chose qui est un petit peu discutable, moi je mets un peu de réserve là-dessus, je ne suis pas seul. Simplement, c'est sur les nouvelles puissances installées en centrale gaz à cycle combiné et en cogénération. Donc il y a un certain nombre de projets fortement contestés, notamment à leur division dans le Finistère, fortement contestés, et à juste titre. D'accord. Suma Hooper, lui, considère, par rapport un peu à l'image de ce qui se fait en Allemagne, hein, il y a des choses tout à fait intéressantes en centrale gaz, cycle combiné, cogénération, qui sont très très efficaces. Donc il a considéré que donc on pouvait tabler sur 8 TWh par an sur donc de nouvelles centrales. Donc ça c'est quelque chose sur lesquels je pense on peut largement discuter. Mais bon, je reprends les chiffres qu'ils donnent, hein, c'est quand même intéressant. C'est ce qu'ils ont fait en Allemagne hein, pour sortir du nucléaire. Jamais si bien une sortie, ils n'ont pas d'arrêt. Donc c'est ce qu'ils ont mis en place en Allemagne. C'est quelque chose qui peut être discuté, je dirais, au cas par cas. Surtout pas de généralisation là-dessus. Enfin, quelque chose quand même depuis 2009, et donc ça recale par rapport à aujourd'hui. Donc en gros, en moyenne, depuis 2009, donc on a 2 millions de kilowatts installés par an, en renouvelable, hein, que ce soit en éolien, biomasse solaire. Là-dessus, il a tenu compte des centrales éoliennes qui vont être, des fermes éoliennes qui vont être implantées en fait Saint-Brieuc, hein, ici sur Fécamp ou sur Saint-Nazaire, hein, donc en offshore. Hein, ça représente 4 TWh par an de nouvelles installations en sources d'énergie renouvelable. Donc il intègre ça. Et donc on va arriver à ces conclusions. Donc le chiffre, je ne sais pas s'il est bien lisible sur l'écran. Je vais essayer d'y aller, de parler lentement. Donc on a une production nucléaire de 407 TWh par an. On va faire des soustractions. On enlève donc 66 TWh d'exportation. On enlève 2 TWh d'autoconsommation. On enlève 10 TWh de Fessenheim. D'accord? Ça, c'est ce qui est facile de faire, puisque de toute façon, ça ne concerne que le nucléaire. Donc il nous reste 309 TWh. C'est ce chiffre-là hein, qu'il faut retenir. 309 TWh qu'il va falloir couvrir d'une manière ou d'une autre si on veut arrêter le nucléaire. Alors, si on ajoute les 163 TWh disponibles en centrale thermique classique aux 6 TWh discutables de nouvelles centrales thermiques, et puis aux 4 TWh de renouvelables qu'on peut mettre tous les ans hein, en service, eh bien, et on a une capacité de 173 TWh pour compenser le nucléaire. Et donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il nous reste 136 TWh. 136 TWh, eh bien, ça représente la différence hein, sur le parc. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on peut arrêter un réacteur sur 3. 316, ça fait le tiers. On peut arrêter un réacteur sur 3 dès demain. On a la capacité d'arrêter un réacteur sur 3 dès demain. 2 sur 3. 2 sur 3 dès demain. 2 sur 3 dès demain. D'accord? Mais hein? Écoute, excusez-moi, je vais interrompre parce que tous ces chiffres, c'est bien. Une partie, tout le monde le connaît. Mais tu oublies le principal, c'est-à-dire, ces chiffres-là, c'est la consommation actuelle. Alors, mais j'allais y arriver. Il faut diminuer la consommation. Qui entre nous et à l'ENERCOP? Non, mais j'allais y arriver, d'accord? Ça veut dire que dès demain, mais on est bien d'accord, c'est dès demain, donc on peut arrêter donc, les 2 tiers des réacteurs nucléaires. Il reste un tiers. Alors, la première chose qu'on peut faire déjà, c'est comment taper sur ce dernier tiers. Eh bien, la première chose à faire, ce sont la sobriété énergétique. C'est dès demain, d'accord? On peut aussi, donc, c'est ce qu'ils ont fait au Japon. Ça va répondre en partie à la question qui a été évoquée. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Japon? Ils ont commencé par, effectivement, ne plus utiliser d'escalator, limiter les éclairages, on la climatisation, etc.
les plus monstrueuses hein, qu'effectivement tout le monde a pu voir hein, dans les villes japonaises, etc. Et c'est ça qui a permis effectivement de passer le cap de l'arrêt du nucléaire. Il ne faut pas se faire d'illusions, ils avaient une capacité de production de thermique classique considérable, la même chose qu'en France. Hein. Donc ils ont fait tourner à fond toutes leurs centrales thermiques classiques à un gaz, fuel et charbon, parce que le Japon utilise du charbon aussi. Hein. Et donc ils se sont énormément endettés, mais c'est clair, c'est comme ça qu'ils ont passé le cap de l'arrêt de leurs 54 réacteurs nucléaires. Mais le Japon n'a pas été au bout hein, de la sobriété énergétique, très loin de là. Les Japonais, c'est... Voilà. Donc on va peut-être revenir, je peux laisser plutôt Michel développer cet aspect sobriété énergétique. Simplement, ce que je voulais conclure, c'est dire que, en tout état de cause, c'est aux citoyens de se rapproprier leur consommation d'énergie. Quand on dit décroissance, quand on dit sobriété énergétique, c'est d'abord aux citoyens, je dirais chez eux, dans leur entreprise, dans l'environnement, eh bien d'être vigilants et de peser sur effectivement ceux qui décident, qui mettent en œuvre la surconsommation, laisser des bureaux allumés toute la nuit, etc. Ça, c'est le rôle des citoyens. Ça ne viendra pas d'en haut. Si vous n'êtes pas au cœur de la problématique, il n'y aura pas de décroissance énergétique. D'accord? Donc moi, je crois que c'est aux citoyens de se rapproprier cette dimension-là. Je crois que c'est ce que tu développeras. Mais se rapproprier non seulement la production, mais se rapproprier la sobriété. Parce que ça, on ne le dit pas assez. Hein, se rapproprier la sobriété. Donc voilà. J'en ai fini. Dans les temps, et donc je vais passer la parole à Michel Frémont. Merci Alain. Donc les alternatives au nucléaire, hein, j'ai mis un courant alternatif, hein, ça, bonne question. Donc juste, je me suis présenté tout à l'heure, donc je ne recommence pas. Donc on est une société coopérative d'intérêt collectif. J'avais travaillé sur comment sortir de... Qu'est-ce que l'équivalent de l'EPR en énergie renouvelable, comment on peut le faire. Alors on l'a fait pour le réseau sortir du nucléaire il y a déjà quelques années. Hein, et maintenant, si on le refaisait, on reverra les chiffres tout à l'heure, on pourrait exposer les compteurs, parce qu'à l'époque, n'oubliez pas, les énergies renouvelables n'étaient pas au même tarif. Il y a des choses qu'on ne s'est pas permis. Non, non, mais non, pas vraiment, non, c'est nous qui avons payé la machine. Donc, voilà, en gros, les thématiques. Bien sûr, le dérèglement climatique, je ne vous remets pas le contexte, vous êtes tous au courant qu'on est dans le mur et qu'on s'en approche très vite et très fort. Donc, je n'en parle pas plus que ça. On est tous convaincus là-dessus. Voilà, pardon, c'est mon truc qui... Voilà. Donc le petit schéma qui symbolise tout ça, vous voyez, ici, j'aime bien cette image. Donc effectivement, on est en haut de la vague, il n'y a plus qu'à redescendre. De toute façon, on va redescendre, puisqu'il n'y aura plus ni pétrole, ni énergie fossile, hein, que ce soit le charbon et tout ce qu'on peut trouver sur Terre. Donc le principe, c'est qu'on aura toujours du solaire, du vent, de l'hydraulique et bien sûr de la biomasse. Donc ça va rester constant. Donc de toute façon, on n'a pas le choix, il faudra qu'on fasse avec... Que des énergies renouvelables, ce qu'on a fait jusqu'à présent sur Terre, d'ailleurs, puisque l'homme, depuis qu'il existe, a utilisé toutes ces énergies renouvelables. Pour ça, quand il y en a qui disent nouvelles énergies, ça me fait un peu rire, parce que c'est les plus vieilles. Donc ici, le principe, c'est de réfléchir de la façon du scénario Négawatt. Vous connaissez peut-être cette association, pour certains. Donc on travaille, moi j'en fais partie, donc on a travaillé sur un scénario qui est sorti en 2011. Comment, justement, sortir du fossile et du fissile dans un délai plus ou moins long. Hein. Alors, il y a ce qu'Alain présenté qui a une approche intéressante. Il n'y avait pas grand-chose pour corroborer jusqu'à présent, jusqu'à temps que l'ADEME s'y mette et a sorti aussi un scénario qui reprend un peu les mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut arrêter, et c'est l'ADEME qui le dit maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant, on peut arrêter le centrale nucléaire et même le thermique, globalement, relativement facilement. Donc, bien sûr, cette étude qui avait été publiée avait fait un choc un peu sur le coup, mais vous remarquez qu'on n'en parle plus du tout. Donc ça, c'est un signe, ils ont dû se faire taper sur les doigts parce qu'ils ont dû leur dire de trop. Donc, c'est quoi l'approche Négawatt? Vous voyez le petit schéma qui symbolise l'association, c'est la tendance, c'est plus ça va, plus c'est pire, plus on consomme. Première chose à faire, c'est bien sûr
sobriété énergétique, c'est-à-dire pourquoi consommer beaucoup quand on peut consommer moins pour faire la même chose. Ça paraît tout con, mais plus c'est simple, mieux ça marche. L'efficacité énergétique, ça on est de plus en plus effectivement avec des systèmes fiables, performants, et effectivement vous verrez à quelle vitesse le matériel évolue dans ce domaine, hein, sur les énergies renouvelables. Et enfin, on met des énergies renouvelables. Encore une fois, vous voyez, dans le principe, c'est... D'ailleurs, d'abord, tout ce qui est... On est très efficace, on consomme moins, et du coup, résultat, on va avoir un scénario qui descend. Alors, quelques petits exemples concrets de notre vie quotidienne. Les veilles qu'on consomme à l'insu de notre plein gré. Vous savez, quand vous êtes ici, peut-être que chez vous, ça consomme, là. C'est-à-dire, vous avez peut-être une borne Wi-Fi, mais vaut mieux pas mettre en route le Wi-Fi, ceci dit. Bref, vous avez aussi votre box, bien sûr, qui va être connecté en permanence. Vous avez votre téléviseur qui est peut-être en veille. Vous avez votre four qui vous donne l'heure et votre micro-ondes qui vous donne l'heure, mais c'est pour la même. Donc à chaque fois, ça veut dire qu'on a des transfos, hein, en permanence sur le réseau. Qui dit transfo dit perte fer, perte joule. Donc un appareil qui est branché en permanence, même pour afficher très peu, consomme en permanence. Vous voyez l'ampli de la télé, vous avez, dans le temps, on mettait un amplificateur sur le signal de télé. Il faudrait que ça s'allume que quand on branche la télé, c'est pas la peine de le laisser brancher 365 jours. Donc vous voyez, les chiffres sont assez impressionnants. Quand on accumule toutes ces veilles qui sont dans nos maisons, on a l'équivalent. Vous voyez, en France, j'ai pris des chiffres en fin 2005 quand on avait fait l'étude, on avait à peu près 25,69 millions de ménages, donc de maisons, soit un total de 9,27 TWh au minimum, jusqu'à 17,36 TWh. Donc c'est l'équivalent d'un ou deux réacteurs nucléaires en permanence, ces veilles. Donc débranchez tout ce que quand vous partez de la maison, vous coupez le jus. Faites gaffe, si vous avez de la ventilation double flux et que vous êtes une maison isolée, vous aurez des champignons. Mais bon, en gros, on peut quand même couper énormément de ces appareils, et c'est des petits gestes qui paraissent insignifiants, mais qui ont des conséquences fortes. L'éclairage, bien sûr, c'est de plus en plus beau, bien que ça soit des LED au niveau de l'éclairage, puisqu'effectivement, on a des appareils de plus en plus performants. Les lampes halogènes existent toujours, hélas, elles auraient dû être exterminées en même temps que le bulbe d'Edison. Le brave, il doit se retourner dans sa tombe. Mais c'est, pour vous donner une idée, une lampe à incandescence ou halogène, qui est un petit peu mieux mais guère, c'est à peu près 5% de rendement lumineux. C'est-à-dire que vous avez 100 watts, il en reste 5 en lumière. Et vous allez voir que c'est pas le tout, parce que ce qui arrive à votre compteur, il y a juste beaucoup de pertes en ligne. Un autre exemple, qui va vous laisser froid, c'est les frigos. Effectivement, les vieux frigos, ils durent longtemps, malheureusement, donc on a tendance à les faire durer, puisque ça fonctionne toujours. Vous voyez, actuellement, les trains électriques de la SNCF bouffent 9 TWh d'électricité par an. Vous voyez bien ce que ça représente comme quand même une belle somme. Les frigos, en France, il y en a 18 TWh. Bah oui, tout le monde a un frigo, un congèle. Donc vous voyez ce que ça fait dans le nombre de foyers. Et si on remplaçait les frigos par des classes A+, voire A++ maintenant, parce que qui peut plus, peut moins, et on repasserait de 18 à 9 TWh. Alors bien sûr, il faut faire le bilan carbone qui va avec, c'est-à-dire refabriquer des frigos, les recycler. Le coût est vite amorti au niveau énergétique. Donc vous voyez, on peut repasser de 19 à 8. En gros, on peut doubler le train en changeant de frigo, sans consommer un watt de plus. Donc c'est vous dire que l'impact du matériel et le rendement des appareils, les moteurs d'il y a 20 ans, asynchrone classique avec étoile triangle pour les anciens, ça c'était une catastrophe au niveau énergétique. Maintenant on fait des moteurs dits flat wing à courant continu qui ont un rendement extraordinaire. D'ailleurs dans l'étude, c'est ce qu'on avait déjà préconisé en Normandie et en Bretagne et en Pays de Loire, puisque c'est la distribution de l'EPR qu'on avait réfléchi là-dessus. On remplace tous les moteurs de l'industrie. Et en plus, ça permet de mettre des moteurs à vitesse variable, ce qui est souvent pas le cas, c'est deux vitesses au mieux. Donc on peut modéliser des choses beaucoup plus finement dans l'industrie. En remplaçant tous ces moteurs, on a l'équivalent de l'EPR quasiment. On était à 14 TWh et l'EPR étant censé en produire 21. Donc, et la lumière vaine, ça je vous montre l'exemple du bulbe. Vous voyez comment éclairer les étoiles. Vous savez qu'on pollue la planète maintenant avec nos lumières, surtout quand on met des lampes éclairées vers le ciel. Comme c'est. En plus, vous voyez le rendement, 100% de watts sortis de la centrale. Donc en gros, là, on est à 0,1 à 1 watt de rendu en lumière. Parce qu'on éclaire au sol normalement.
Donc ça, c'est un petit exemple, c'est un peu une boutade, mais pour vous montrer que éclairer, oui, mais pourquoi, à quelle heure et pour qui. Donc il y a peut-être beaucoup de réflexions à poser sur l'éclairage des villes actuelles et sa nécessité. Donc un exemple sur le bâtiment, ce qu'on appelle le bâtivore chez nous maintenant, parce que les exemples, vous voyez, on a un comme ça, c'est celui sur les Tantaux, celui-là, mais à Caen, sur le périph', il y en a un bâtiment comme ça, c'est Est-Ouest, la totale au niveau solaire. Donc si vous n'avez pas de la clim là-dedans, vous êtes dans un four, quoi. Donc clairement, c'est débile. Ou alors les bâtiments industriels où tout est faux, c'est-à-dire le bâtiment mal conçu, chauffé à l'électrique si possible, on éclaire aussi vers le ciel, etc. Quand on cumule tous ces phénomènes-là, on arrive à des choses assez comiques. Donc vous voyez, c'est déjà réfléchir sur tous ces aspects-là. Moi, je fais beaucoup d'audits énergétiques chez les particuliers ou dans les bâtiments tertiaires. On n'a pas de mal à descendre, ou dans les collectivités encore plus, on n'a pas de mal à descendre à 30 et 40% ce que consomme une collectivité, rien qu'en faisant un audit, et avec des investissements qui sont amortis dans moins dans les 4-5 ans, vous voyez, à très court terme. Donc c'est vous dire que le potentiel, c'est énorme, sans compter que ça va donner aussi du travail. Donc il faut qu'on se dépêche, parce que vous voyez que l'eau monte, je vous ai fait la région un peu inondée, donc on va couper Cherbourg, donc le nucléaire ne va plus faire partie du reste de la Normandie, c'est peut-être une solution. Mais malheureusement, la radioactivité ne s'arrête pas non plus avec la mer. Bon. C'est juste pour mettre un peu d'humour dans ce monde de l'autre. Là, je vous montre le rendement de l'électricité, du chauffage électrique. Alors là, c'est le meilleur qu'on puisse faire, parce que, vous voyez, 100% d'énergie à la centrale, parce qu'effectivement, on a des rendements électriques, principe de Carnot et compagnie. Quand vous arrivez globalement chez vous, il en reste 26 pour un convecteur électrique et 25 pour l'eau chaude sanitaire. Donc sur 100 kW, pourquoi? Parce que, d'ailleurs, dans la réglementation thermique 2012, pour ceux qui construisent un bâtiment neuf, quand vous consommez, les consommations d'électricité que vous avez sont multipliées par, non pas par 3, mais 2,58, parce que, bien sûr, la réglementation, il y a des lobbies qui ont touché les chiffres. Donc dans la réalité physique, c'est par 3 qu'on devrait mesurer, mais dans la réalité de la réglementation, on est à 2,58. Donc le chauffage électrique, maintenant, il y a beaucoup plus de mal à se mettre en place dans une maison neuve. Parce que quand vous avez 5000 kWh, il faut multiplier par 2,58 la réalité pour prendre en compte cette déperdition en ligne qui est colossale. Donc vous voyez déjà, c'est vrai, regardez une centrale nucléaire, c'est quoi? Ça fabrique de l'eau chaude et un peu de vapeur. Cette vapeur fait tourner mécaniquement un alternateur. Donc vous arrivez avec un rendement de 33%, et après perte jour, perte fer. Donc chez vous, quand vous tirez 1 kWh d'électricité, en fait, dans la réalité, vous en avez consommé 3. Alors si vous faites de l'eau chaude ou du chauffage avec ça, vous voyez l'aberration. Donc le chauffage électrique est une aberration technique. Mais c'est une spécialité française parce qu'il fallait qu'on bouge du cours. Et c'est l'effet de pointe, parce que les pointes françaises, ça a été étudié de près, représentent quasiment la moitié, sur les 27 pays de l'Union, de l'hiver, de la pointe électrique. Parce qu'on a le meilleur pays de pointe. Alors si en plus on branche la voiture électrique quand on rentre le soir, au moment où on branche son convecteur, en charge rapide, on a 30 kg d'un coup, là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est du suicide collectif, parce que là on va monter sur les points. Donc c'est pas le but. Donc 3/4 de l'énergie primaire perdue. Donc l'électricité, oui, pour les ordinateurs, l'éclairage, les moteurs. Mais pour la chaleur, c'est incohérent au niveau physique. C'est déjà... Donc voilà, l'énergie primaire, donc c'est ce que je vous montre ici, c'est le schéma de la France dans l'énergie primaire. Donc on voit tous les entrants, le pétrole, etc. C'est donc l'énergie produite, et puis je passe un peu vite parce qu'on ne va pas avoir le temps de développer. Donc en gros, vous voyez les pertes, et vous voyez en gros en bleu le trait qui remonte, c'est les pertes électriques. Et ça c'est ce qu'on appelle le diagramme de Sankey de la France, c'est fait par c'est très officiel. Donc vous voyez le bleu, le rouge c'est le pétrole, donc il y a des pertes aussi. Quand vous utilisez 1 litre de pétrole, il n'est pas venu par miracle dans votre moteur ou dans votre chaudière. Donc on l'a raffiné, on l'a transporté, il y a eu beaucoup d'énergie dépensée. Donc 1 n'est pas égal à 1. C'est 1,1 pour le pétrole par exemple. Et c'est 3 pour l'électricité. Donc vous voyez un peu ce qu'il y a en bleu. Alors le fin des flèches, c'est bien ce qui est consommé en France. Donc vous voyez, quand on travaille déjà sur le besoin et non sur la production, on change complètement d'approche. Donc voilà, et après, donc la France, vous voyez, c'est très centralisateur, c'est un pays jacobin qui le reste.
Donc on a des centrales, comme tu le disais à juste titre, 58 tranches, 19 sites. Il reste 4 centrales au charbon qui ne fonctionnent que sur les pointes, justement. Alors ceux qui croient qu'avec son chauffage électrique, ils ne font pas de CO2, ils font des grammes de déchets nucléaires. Hein. Donc on fait des études énergétiques, on transcrit toutes les consommations électriques en grammes de déchets. Parce que c'est bien beau de dire d'un côté il y a du CO2 si vous consommez du fioul, mais si vous consommez de l'électricité, après tout, c'est des déchets. Donc autant le faire valoir. Vous voyez, il reste 4 centrales au fioul, dont une au Havre, hein, pour les Normands. Turbines à combustion, il y en a 6. Et cycle combiné gaz, alors je ne sais pas s'il compte celles qui ne fonctionnent pas peut-être. Donc ça c'est pour vous montrer qu'actuellement, et nous on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les smart grids, ou dit les réseaux intelligents, c'est-à-dire on prend le problème à l'envers. On commence par s'appuyer sur les citoyens. Donc ça on aura des exemples concrets sur l'éolien, mais on essaye d'avoir une approche territoriale, et on va faire un premier projet sur un parc régional des boucles de Seine-Normande. On va travailler sur plusieurs communes. Et on va demander aux citoyens de base, aux entreprises bien sûr, à tous les acteurs du territoire, aux collectivités, de voir comment on consomme le courant, à quel moment. On va même faire un double réseau smart grid, c'est-à-dire on va dire, bah, tiens, quand on consomme du thermique, qui a besoin de froid, qui peut avoir besoin de chaud, parce que vous allez voir que maintenant on va faire le contraire de la centrale nucléaire qui fait avec beaucoup d'eau chaude, un peu de courant. Bah, nous, quand on va faire de la chaleur, on va faire du courant. C'est le contraire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cogénération. Je vais vous en parler, et ça, et pas la cogénération avec du gaz ou du fioul, bien sûr, si possible, mais avec du gaz de bois, par exemple, la gazéification du bois, qui est une technique qui se développe, hein, beaucoup en Allemagne, forcément. En France, on a beaucoup moins. Donc on est sur un projet, là, sur Béni-Bocage, justement, de mettre en place un réseau de chaleur, mais au lieu d'avoir une chaudière bois classique à copeaux, ce qui est déjà très bien, on va avoir une chaudière bois copeaux, oui, mais qui va gazéifier du gaz, qui va être renvoyé dans un moteur, et ce moteur va faire de la chaleur, parce qu'un moteur, bêtement, votre moteur, c'est une grosse merde au niveau rendement, je ne vais pas dire votre bagnole. C'est 30% maximum, hein. Et encore, je suis sympa. Donc, vous voyez, pour traîner 100 kg de viande et une tonne de ferraille, je parle pour mon cas. Donc, en gros, voilà, 30% de rendement, vous voyez que c'est pas un cadeau. Donc, effectivement, faut mettre en avant tous ces aspects, vous voyez, et réfléchir sur tous ces paradigmes qui sont à changer. Et quand on va travailler sur un territoire, on va associer les gens. Vous voyez, on va pas parler du Linky, sinon on est mal parti. Mais le compteur, il n'est pas intelligent, il est surtout communicant. Et on peut avoir des vrais compteurs intelligents, mais qui sont justement avec les gens, en faisant participer les gens au fonctionnement de ce compteur. Donc les énergies renouvelables, il y en a un paquet, éolien terrestre et maritime. Vous voyez qu'en France, on n'a toujours pas vu une pale d'éolienne en mer, parce que qui s'en occupe, c'est les mêmes, hein, c'est les lobbies, parce que c'est trop gros pour que ça soit géré par des petits, ça aurait pu, mais ça n'a pas été le choix forcément. Et ces gens-là, comme ils préfèrent peut-être qu'on finisse un peu le nucléaire avant de faire beaucoup de renouvelables. Donc vous voyez qu'en Allemagne, il y a déjà 10 000 MW d'éoliennes en mer, et ils ont un petit bout de mer. Et nous, on a tout autour, on a 0 MW en fonctionnement. C'est pas un hasard. Les pompes à chaleur, bon, c'est pas la panacée, mais c'est mieux, c'est-à-dire que ça permet de compenser la pompe à chaleur avec son coefficient de performance. Il récupère de l'énergie gratuite du sol, mais comme on en a perdu pour faire tourner le moteur, en gros, c'est là partout. Mais c'est mieux que des convecteurs, et pas des vecteurs de conneries. Et le biogaz, ça aussi, c'est un sujet. Alors le biogaz, on en reparlera, j'essaierai de vous faire un balayage. Oui, mais il faut travailler avec les gens de la Confédé et non pas avec les gros, avec les 1000 vaches, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut, attention, avoir une approche vraiment à petite échelle, et ça marche très bien à très petite échelle. Il ne faut pas vouloir regrouper 200 agriculteurs sur 500 000 m², enfin je dis n'importe quoi, pour faire un gros tas de merde, et puis essayer de trouver après, parce que je connais des agriculteurs qui ont fait des gros projets, maintenant ils cavalent à chercher des intrants en plus, ce qui n'était pas prévu. Donc au lieu d'y passer soi-disant un quart d'heure par jour, c'est des vrais catards. Donc effectivement, le biogaz, quand c'est géré à petite échelle, ça augmente ça a beaucoup d'intérêt. Avec du fluide dit traditionnel, par exemple, ça marche très bien. Mais il ne faut pas développer un gros système. Les déchets urbains, bon, là aussi, c'est un secteur un peu litigieux. Il vaut mieux recycler à fond les matériaux que de faire de la chaleur. Et la biomasse solaire, le solaire thermodynamique, l'énergie océanique, et j'en passe, et des meilleurs. On en fera un petit bilan tout à l'heure. Je passe vite fait. Donc, pardon, c'est venu en arrière. Donc voilà. Donc juste quelques mots pour voir les courbes de consommation qui ont tendance à stagner depuis les années 2010, vous voyez. Alors l'industrie est beaucoup plus performante en France. Alors on dit on est meilleur que les Allemands, on ne fait plus de charbon. Mais c'est normal, on a fermé la sidérurgie.
D'ailleurs, la courbe bleue, la sidérurgie était indépendante avant. Sur les comptes, maintenant, elle n'existe plus. Elle est remise dans l'industrie. Donc, le petit courbe violette en bas, c'est ça. Hein. C'est la sidérurgie. Vous voyez, en 2014. Donc, actuellement, en 2016, je n'ai pas les derniers chiffres, mais il n'y a même plus de ligne. Donc, clairement, on fait des économies, c'est sûr. À Caen, on a gardé un pot de fleurs pour faire joli, vous voyez. Mais voilà, l'industrie en sidérurgie, vous voyez, c'est assez tassé. Pourquoi? Parce que l'industrie a vite compris que le prix de ce qui sortait, on a fait des audits chez des industriels, ils commencent à se dire, bah oui, mais surtout depuis le rapport du Sénat qui dit que le prix de l'électricité va augmenter de façon, bah oui, le grand carénage 100 milliards, ça va augmenter le prix du kilowattheure, hein, inexorablement. Et dans le rapport du Sénat, d'ailleurs, pourquoi en Allemagne ils ont pas fait le chauffage électrique? Parce que le prix du courant est à peu près le double du nôtre. Au Danemark aussi, etc. En France, on est les plus bas en Europe au niveau du prix électrique. Et c'est un prix politique, c'est pas un prix réel. Ceux qui ont un prix moins cher, c'est les Grecs. Voilà. Ils seront contents de savoir qu'ils ont du courant pas cher, mais eux, c'est réel, parce que ils n'ont pas de nucléaire. Donc, c'est vous dire que ces histoires-là sont intéressantes. Donc, l'agriculture se tasse au niveau consommation, effectivement. Donc, c'est plutôt, bien sûr, la bagnole qui consomme de plus en plus, et c'est tout ce qui est habitation, etc. Donc quand on fait le fromage, vous voyez ici, effectivement, le transport a le gros 33%, et le résidentiel dans les 30% aussi, donc vous voyez, c'est des grosses parties. Donc le travail sur l'isolation des bâtiments, sur le changement d'énergie. Donc quand on va travailler sur les smart grids, on va vite constater quoi? C'est que les maisons qui font des appels de puissance, hein, il y a une étude de Que Choisir qui est très bien sur le chauffage électrique, qui montre qu'un habitant qui a pas de chauffage électrique, les pointes d'hiver qu'il a, c'est 140%. C'est-à-dire qu'on consomme plus de courant l'hiver, il y a moins de lumière, c'est un phénomène normal. Celui qui a un chauffage électrique, il passe à 450 à 500%. Donc effectivement, cette pointe-là, elle a un coût énorme parce que c'est 1 millier d'heures par an, puisque les centrales thermiques tournent 1500 heures par an. Donc vous voyez, c'est pas le tout de produit. Le courant ne se stocke pas, donc on est obligé d'avoir des unités de production prêtes à faire ces pointes. Donc plus on aplanit cette courbe, et mieux c'est. Surtout que le nucléaire, ça marche en tout ou rien. Hein. Ça se régule pas facilement en charge. D'ailleurs, à Tchernobyl, ils ont arrêté, ils ont démarré un peu vite. Vous voyez, pour un test mal passé, ça marche moins bien. Donc voilà, les consos électriques, voilà, c'est juste donner quelques chiffres. Hein. J'ai regroupé la Normandie, puisqu'on a enfin fusionné. Donc sur le gaz, alors ces chiffres, vous voyez, on représente un 45% de la consommation nationale, hein, puisqu'on est à 1,795 milliard mégawattheures en France. Et vous voyez qu'actuellement, il y a beaucoup de coups de charbon et de pétrole, puisqu'on a des raffineries. Donc on a une région, maintenant qu'on a hérité de l'Haute-Normandie, on ramasse le pétrole, le bain total, en plus du nucléaire. Total. Donc c'est juste pour vous faire voir les chiffres. Ici, production d'énergie renouvelable dans cette même région, vous voyez, on est à 1,40% et on était à 1,45%. C'est assez rigolo. Mais on est dans l'une des plus mauvaises régions, mais c'est normal, on a les deux lobbies très forts du nucléaire ici, et en Haute-Normandie aussi, Aix, autres, et on a le pétrole. Donc, avec ces deux-là, on est sûr d'avancer très vite, effectivement. Et donc, vous voyez, il y a un petit peu d'hydraulique, mais fort peu forcément. Le bois, c'est la grosse partie, et surtout en thermique, on n'a pas valorisé en cogénération, justement. Un peu de biogaz, et puis du déchet d'agglomération. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Donc on a et tout ce qu'on a fait depuis quelques années en mégawattheure, en 2012, c'est les derniers chiffres qu'on a eus, avec les financements de l'ADEME et de la région, on a gagné que 45 000 mégawatts. Donc on pourrait faire facilement, ce que tu démontrais tout à l'heure, 50 fois plus sans forcer vraiment. Donc les bâtiments, normalement, vous voyez, on devrait suivre cette courbe, puisque la réglementation thermique 2012 est en place, et normalement, on devrait en 2020 faire des bâtiments dits à énergie positive pour les bâtiments individuels. Donc c'est-à-dire que votre maison devra produire plus qu'elle ne consomme. C'est vaste programme. Donc les bâtiments en Normandie, bon, c'était juste pour vous donner une idée de la quantité qu'il y en a. Bien sûr, le pire, c'est la Seine-Maritime. En quantité, ils sont plus nombreux et ils consomment beaucoup. Un petit mot sur le réseau juste actuel. Donc, encore une fois, on parle de la grosse distribution, parce que comme on a des grosses puissances, on produit du courant toujours à l'opposé de l'endroit où il y a des gens. Hein, Flamanville, c'est pas là où il y a le plus de monde dans notre région. Par exemple, au lancement du programme nucléaire en 1974, on avait suggéré
à notre ami Giscard de mettre un réacteur à Paris, puisqu'il y avait le trou d'air, il ne savait pas quoi il faut, ils ont mis la fenêtre. Donc on lui avait dit, mettez le réacteur là, pourquoi parce que vous chauffez tout Paris gratos. Et là, la grosse consommation d'électricité, elle est là. Donc plutôt que d'avoir des lignes qui font chier tout le monde, parce qu'il faut transporter le courant, et en plus comme ça marche plutôt brutalement, on parle toujours d'intermittence des éoliennes ou des panneaux solaires, ça me fait marrer, mais une centrale qui se met en arrêt d'urgence, vous voyez, la 1300 MW, ça s'arrête quasiment tout de suite. Il y a peu de modulation, donc les coups de bélier du nucléaire quand il y a des pannes, c'est pas mal non plus. Donc le réseau, il est très structuré en partant de la très haute tension, effectivement, c'était RTE, maintenant en dessous c'est ERDF, dit Enedis, ils changent tous de nom pour pas qu'on les reconnaisse, mais, parce que c'était trop près d'EDF quand même, ERDF, et puis c'était les mêmes, de toute façon, ils se profilaient les infos. Donc ici, vous voyez que c'est sur le schéma du BOC, on peut faire le contraire. Pour l'instant, le réseau électrique, ça part du haut et ça arrive chez le couillon qui a un compteur qui est payé de payer. Maintenant, on va tous être des mix, c'est-à-dire on va être dealers d'énergie et consommateurs en même temps, et tous plus ou moins, et on va se regrouper peut-être par quartier, par la loi de transition devrait petit à petit, ça avance pas vite, nous permettre de faire de l'autoconsommation, ou de l'autogestion, on va savoir. Il faut qu'ils fassent gaffe beaucoup, les camarades. Donc ici, les renouvelables, vous voyez, elles viennent tous du soleil, par bien sûr l'énergie vraiment géothermique. Pour la pompe à chaleur géothermale, qu'on appelle comme ça par erreur, parce que l'énergie qui est dans le sol ou dans l'eau, c'est de l'énergie solaire en fait. Si vous avez le malugaz, c'est plus rare. Donc dans nos régions Bretagne-Normandie, c'est baisé pour beaucoup de... Enfin si, en Haute-Normandie, pardon, il y a des zones où on peut avoir de la chaleur. Vous savez que la maison de la radio, qui vient de fêter ses 50 balais... C'est faux ce que tu viens de dire, la géothermie, ça vient pas du soleil. La géothermie, la vraie géothermie, on est d'accord, c'est celle qu'on va chercher dans le magma. Mais la pompe à chaleur géothermale, c'est une erreur. L'énergie de l'eau qui est sous le sol est chauffé par le soleil. La vraie géothermie, sous la maison de la radio à Paris, ils ont fait un trou de 3 km. Parce qu'ils sont près de la zone du magma. C'est une question de... Mais nous, on a un vieux massif armoricain qui... faudrait faire un trou de 50 km pour avoir cette chaleur-là. Donc la chaleur de la Terre, elle ne remonte pas, heureusement pour nous, c'est très haut. Si vous étiez à Yellowstone, peut-être, mais c'est pas le cas. Donc, effectivement, après, il y a l'énergie gravitationnelle, les marées motrices. Bon, vous en avez une en Bretagne, c'est pas une grosse réussite, malheureusement. Ça fait du courant, mais le problème, il y a des coûts d'entretien extraordinaires, et surtout au niveau de la rivière, ça détruit quand même. C'est surtout ça, l'impact écologique est quand même assez extraordinaire. Et en plus, il y en a que 3 dans le monde, dont une petite à Hydro-Québec, mais c'est vraiment, c'est plus développé à cause des coûts d'entretien, parce qu'ils n'avaient pas pensé à un problème réel, c'est qu'il n'y a pas que de l'eau de mer, il y a aussi du sable qui abîme et la base qui use les turbines, donc il faut constamment les repeindre et les reprotéger. Donc ça coûte cher. Donc quelques prix actuels, j'ai retrouvé des prix de janvier 2016 des énergies. Donc vous voyez que le moins cher forcément c'est le bois coco. Après c'est bien sûr c'est le bois bûche. Après effectivement nous avons les différentes énergies comme ça c'est les chiffres donnés par l'ADEME. Après le pétrole est redescendu, mais ça ne va pas durer, je vous rassure, pour ceux qui font des plans. Tant mieux pour les énergies renouvelables parce qu'effectivement pour l'instant le coco est un peu moins cher du coup que le bois granulé. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Mais c'est lié au yo-yo de l'énergie, du prix du brut. Le fait qu'il soit largement en dessous des $100 le baril, il est presque à la moitié maintenant. Il est revenu à des prix bas historiques, mais forcément ça va pas tarder à coincer. Alors c'est une question de mois ou d'années, mais ça va aller assez vite. Puisque tout ça, vous voyez, les gaz de schiste sont pas rentables parce que justement, si on est en dessous du prix de $100 le baril, on ne va pas les plaindre. Le gaz de schiste, comme ils disent, de schiste, pardon, j'ai un lapsus. Donc après, bien sûr, le plus cher étant l'électrique, en bleu, c'est le bleu EDF. Et bien sûr, dans les tarifs, on voit que quand même le gaz naturel est plus cher maintenant que le bois. Donc voilà, pour donner quelques valeurs de chiffres, on voyait la variation du prix des énergies. Alors il y en a beaucoup qui sont, donc l'énergie bois en dessous, les premières qui ne sont pas suivies depuis très longtemps. Les énergies globalement, vous voyez l'augmentation du prix de l'électricité globalement.
Donc dites-vous bien que le rapport du Sénat nous l'annonce, le prix de l'énergie électrique, il était prévu qu'il fasse 50% d'augmentation dans les 6 ans. Et ça a été fait en 2012, ce rapport du Sénat. Et le chiffre indiqué en 2016, cette année, il correspond à cette augmentation. Donc en 2020, c'est la fin le prix de l'électricité va exploser. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Le bois énergie, vous connaissez tous dans la région. Donc avec les gages, la petite vache, on fait du méthane. Vous voyez, je ne vous ai pas montré de l'agriculture intensive. Et avec l'arbre, on fait de la biomasse, donc tout va bien. Et effectivement, vous voyez, au niveau gaz à effet de serre, on est à 150 grammes par kilowattheure, donc c'est bien. C'est Global Chance qui donne ce chiffre, hein, parce que là aussi, qui vous donne le prix du bilan carbone de l'énergie. Je disais tout à l'heure, quand vous avez du chauffage électrique, vous faites pas de gaz carbonique, oui. Sauf que l'hiver, on met des centrales thermiques pour vous faire du courant. Donc en fait, la production réelle d'électricité en carbone d'hiver est beaucoup plus importante que ce qu'on vous dit. En gros, elle est pas loin du gaz naturel, quoi, en gros. C'est-à-dire que le chauffage électrique, son bilan carbone, est pas loin d'être équivalent au moins polluant qui est le gaz naturel. Voilà. Donc effectivement, l'été par contre, on n'a que de l'hydraulique et du nucléaire, on va dire un petit peu d'éolien parce qu'on est en France et un poil de photovoltaïque. Voilà. Donc juste pour passer, donc je ne vous fais pas... s'il y a des questions sur le bois énergie en particulier, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur le développement. Alors, il y a des gros monstres à ne pas faire. Vous savez qu'Areva, pendant un moment, c'était le plus gros pollueur en CO2 de Basse-Normandie parce qu'il chauffe au fioul lourd sur l'usine. Pas de chance. Donc ils ont eu un projet de bois énergie qui pour l'instant n'avance pas, peut-être heureusement, parce que si c'est le cas, c'est l'équivalent de 60 000 logements là-haut à chauffer. L'usine. Je ne sais pas si vous voyez. Alors 60 000 logements, vous voyez où est la règle, c'est de bois autour, voilà. C'est pas au nord qu'on va en trouver. Voilà, il faut piller les Anglais, on va les renvahir une deuxième fois, ça va être pas vu. Maintenant qu'ils ont fait sécession, on peut plus. Donc là, c'est juste pour vous donner un tableau d'équivalent de puissance. Donc le biogaz, effectivement, c'est une source à petite échelle qui peut être intéressante sur l'agriculture. Il y a des gros potentiels, hein, par exemple, je vous donne le fermenticible. Contrairement à ce qu'on croit, le lisier est très mauvais. Il vaut mieux du fumier, puisqu'il y a de la paille avec. Hein, donc il y a beaucoup d'indicateurs intéressants. Regardez la tonte de vos pelouses, le potentiel que ça a, en sachant qu'il y a des communes qui le ramassent par tonne et qui n'en font rien. Là, par contre, c'est con de couper la pelouse. Déjà, peut-être qu'on pouvait se poser la question avant de faire de l'herbe, de la fumer un peu, ça donnerait des idées. Donc voilà. Donc en plus, la France, c'est le plus gros tas de merde d'Europe, forcément, et l'Ouest, parce que la Bretagne, bien sûr, le Pays de Loire d'abord, et puis l'autre Basse-Normandie, il y a un gros tas de merde. Hein, donc c'est pas valorisé. Pour vous donner une idée, au Danemark, bon, c'est pas forcément un exemple sur la taille des fermes, mais ils valorisent 80% du lisier, hein, enfin de leur déchettion animale. En France, on est à combien? À 0,0 combien de pourcents et encore, on veut faire des gros projets. Hein. Les 1000 vaches, d'ailleurs, on fait 1000 vaches pour faire du gaz plutôt que de faire du lait maintenant. Donc c'est un paradoxal parce qu'ils sont rarement propres, les paradoxes, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, effectivement, avec le biogaz, on peut faire beaucoup de choses. Bien sûr, la torchère, c'est très con parce qu'on fait que de la chaleur, de l'électricité et de la chaleur en cogénération. On peut faire du gaz de véhicule et même injecter au réseau de gaz naturel. Bien sûr, il faut désodoriser un peu, sinon ça va sentir drôle dans la cuisine quand il y a une fuite de gaz. Mais il faut le parfumer, le gaz, hein, parce que malheureusement, il ne sent rien. Donc, vous savez, il y a une usine qui avait pété au Havre, là, qui fabriquait le parfum du gaz, et du coup, à Paris, ils croyaient qu'il y avait qu'il y avait des fuites de gaz. Et en Angleterre aussi, ils sentaient le gaz partout. Donc voilà. Donc c'est vous dire que le biogaz, on peut le transporter loin. On a fait plusieurs études de ce type-là, c'est assez intéressant. Donc après, juste un exemple, on va avoir des bus qui marchent au biogaz, etc. On peut, voilà. Donc je passe sur les exemples, il faut qu'on ait le temps. Voilà. Et le rendement de la cogénération, ça c'est important que vous compreniez l'intérêt de cette démarche. C'est-à-dire que quand vous faites d'un côté une chaudière, vous dites j'ai un bon rendement de 93%, bah oui, vous faites, vous voyez, en entrée, on a 104 d'énergie, vous avez un rendement de 95%, vous faites 50 de chaleur, 54 de perte, la chaudière, ça marche bien. Vous voulez faire que de l'électricité, un groupe électrogène. Un groupe, ça fait du chauffage, mais peu de courant, pareil. Donc, vous voyez le rendement, vous envoyez 87 d'énergie, vous récupérez 35 d'électricité, 52 de perte, 50% de perte. Résultat, en tout, vous avez 56% de perte si vous faites d'un côté une chaudière et d'un côté un groupe électrogène pour faire de la chaleur et du courant. Si vous faites les deux en même temps, vous avez plus, non plus 140 mais 100
l'énergie qui rentre. Vous avez toujours 35 en élec et 50, et vous n'avez que 15 de perte. Je ne sais pas si vous voyez la différence, elle est colossale. Donc, quelques mots sur le photovoltaïque, qui se développe très peu, mais les prix actuellement, en plus on a la chance d'avoir une coopérative qui fabrique des panneaux solaires dans l'Orne, ici, donc on peut avoir des prix maintenant relativement intéressants. On est à peu près 110 centimes du watt crête au niveau photovoltaïque. Et donc vous voyez ici, pour vous donner une idée, on a une capacité de production assez importante dans nos régions, contrairement à l'idée reçue. Donc je passe vite sur les potentiels. Bien sûr, plus on est au nord, moins c'est bien. Donc pour le solaire. Mais il y a plusieurs technologies, je vais pas faire l'inventaire des technologies, je crois que sinon on va plus être dans les temps, contrairement, on n'est plus dans les temps déjà, comme disait Poulain. Donc je passe, donc on peut faire avec ça soit des systèmes, voilà, ici les systèmes autonomes avec batterie d'accumulateurs. Alors les batteries sont loin d'être un cadeau de l'environnement, puisque c'est du plomb, du cadmium, il y en aura plus sur Terre aussi dans une cinquantaine d'années, mais par contre, il y a des solutions maintenant qui approchent sur plusieurs solutions, dont les supercondensateurs qui sont faits à base de carbone et qui auront des impacts beaucoup moins importants. Donc la première solution, c'est d'avoir un peu d'énergie autonome et de revendre le surplus. Ou de faire ce qu'on appelle voilà, des petits systèmes où vous avez à la fois de la vente et de l'achat de l'électricité. Donc je passe un peu vite. Et ici, vous voyez, vous avez un petit micro-réseau intelligent, c'est-à-dire que vous avez des éoliennes couplées à des panneaux solaires qui sont soit en centrale, avec éventuellement des stocks batteries, éventuellement des groupes de secours, et les maisons sont équipées aussi de panneaux solaires. Et tout ça fait sa sauce et ainsi de suite. Donc juste quelques, oui, si je passe trop vite, juste quelques idées de prix. Vous voyez, actuellement avec 500 watts crête, 2 panneaux, vous autoconsommez, et ça vous coûte 800 à 1200 €. Et ça, vous accrétez votre bruit de fond de 300 kW par jour. C'est assez intéressant. Si vous faites le 3 kg, avec des prix du marché, là c'est 8 à 12 000 €, vous produisez environ 600 € par an. Donc vous voyez que la rentabilité est de moins en moins intéressante si on fait que de la vente à l'exportation, on va dire. L'intérêt, ça va être de maintenant autoconsommer, et ça devient rentable dans certains cas dans les exploitations agricoles qui ont des grosses consommations électriques, par exemple. On commence à avoir des solutions intéressantes. Donc un exemple de financement citoyen à pleine sud d'énergie, mais je vais compliquer qui a été fait avec du solaire. Et vous voyez un exemple, moi, depuis ma maison fonctionne depuis 98 en solaire photovoltaïque avec des cellules fabriquées à Caen chez Photowatt. Pour ceux qui disent que ça dure pas longtemps, donc fabriquées en 98 et qui fonctionnent toujours. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est vous dire que l'électricité photovoltaïque, ça marche très bien et ça ne fait pas de bruit. Et ça se recycle bien, parce que d'ailleurs on a un important recycleur puisqu'il y a la fabrique qui est dans l'Orne. Donc l'hydroélectricité, je passe, on en a peu en bassin arrondi, mais on pourrait en faire beaucoup plus. Là c'est très dur, c'est un vaste débat, on ne va pas lancer le débat là-dessus. Parce que si vous voulez la procédure administrative, c'est très simple, il faut 20 ans de procédure et avec un peu de chance, on vous dit non. Mais il existe de la pico-hydraulique. Alors je commence à en installer une ou deux, là, normalement, qui ne devraient pas tarder à se mettre en route. Vous avez des machines de 100 watts. Alors une toute petite machine, 1,40 m d'eau, 10 litres seconde, vous mettez ça, un petit cours d'eau, vous posez ça sur le cours d'eau, vous ne faites pas de travaux, pas de barrage. Et avec ça, vous faites 100 watts. Vous me direz, 100 watts, c'est rien. Mais 24 heures sur 24 en hiver. Même s'il y a deux mois d'arrêt parce qu'il n'y a plus assez d'eau en été, vous mettez 2 kW de panneaux solaires et cette machine-là, et vous avez l'autonomie d'une maison sans chauffage électrique, bien sûr. Alors l'éolien, je ne vais pas en parler plus qu'il faut, parce qu'on va en parler dans le cas du citoyen, mais si vous voulez l'approche technique, je pourrais répondre s'il y a des questions. D'ailleurs, je vous mettais un exemple, on le voit en photo sur cette image. Les réseaux, donc l'approche justement, maintenant, il va falloir qu'on ait des approches vraiment citoyennes de l'énergie, et à la fois les collectivités, les citoyens, les entreprises et tous ceux qui sont dealers ou acheteurs d'énergie sur un territoire. Et quand on va commencer à avoir cette étude un peu macroscopique, comme aurait dit Joël de René, du territoire, je pense qu'on va revenir à des réalités, parce que là on vous dit, vous vous rendez compte, une centrale nucléaire, déjà on vous donne son chiffre brut, c'est-à-dire avec l'eau chaude, mais on ne compte pas l'électricité. Les gens qui font les présentations des chiffres annuellement, ils vous donnent l'énergie primaire de la centrale. Donc, dont les 2/3 servent qu'aux poissons, pour chauffer l'eau, mais ils n'en avaient pas besoin. Donc voilà.
Donc je passe vite sur en 2020, on peut estimer que la puissance pourrait passer de 600 à 1200 MW hors éolien individuel. Donc le petit éolien, bon, il y a des grosses merdes aussi, faites gaffe, hein, il y a des arnaqueurs, énormément d'arnaqueurs. Ici, je vous ai fait voir une éolienne qu'on a mis dans le Calvados au Mont-Chauvet, qui est de 10 kW, qui fonctionne depuis 98. Donc elle a pris la tempête de 99, elle est toujours là et l'onduleur est toujours le même. Donc vous voyez, alors, par contre, si vous mettez des éoliennes sur un pignon de maison, c'est débile. Principe, puisque le pignon va créer des turbulences, à moins d'avoir une éolienne à axe vertical, en sachant que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a moins de rendement énergétique et ça coûte souvent plus cher. Donc je rappelle pour mémoire notre petite étude, vous voyez, sur les comparaisons entre l'EPR et les énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'on avait fait comme étude? On avait dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On avait le cahier des charges du réseau sortir du nucléaire à l'époque, qui était très simple. Vous avez 3 milliards sur la table, vous faites ce que vous voulez, mais on veut faire du courant. Alors c'était que sur l'objectif courant, on n'a pas parlé du thermique, qui était parce que la centrale, l'EPR, fait beaucoup de chaleur, mais elle ne sert à personne. C'est dommage. Sinon, on serait emmerdé, parce que là, du coup, il y a beaucoup de chaleur. Donc, effectivement, on a regardé que l'aspect électrique. On a regardé en économie d'énergie, vous voyez, alors les 12 TWh de l'EPR, les 24 TWh, je vais y arriver, de l'EPR, je vais y arriver, on arrivait facilement à faire largement mieux, à la fois en économie d'énergie, en production d'énergie renouvelable, on arrive quasiment à la même chose. À l'époque, on s'était peu permis de mettre du solaire photovoltaïque, parce que quand on a fait l'étude en 2007, le prix du bois de crête était 6 fois plus cher. Donc je ne sais pas si vous voyez, on avait mis un petit peu pour dire, si on n'en met pas, on va dire qu'on n'a pas pensé à mettre du solaire, mais économiquement, c'était juste, quoi. Et on en a mis un peu juste pour montrer, mais c'est pour là où on a tiré le plus de revenus. En fait, c'est comme je vous disais, c'est les moteurs de l'industrie. C'est, par exemple, on remplaçait du chauffage électrique par du poêle à bois, etc. Donc, vous voyez, on flingue de l'électrique et on fait des économies. Donc, on arrivait à ce résultat. Alors, vous imaginez, avec 10 milliards, voire plus, 10,5, on va arriver à 12 si tout va bien. Donc bref, là, on pourrait tout refaire, surtout que maintenant, à l'époque, on n'a pas mis d'éoliennes offshore. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas un prix clair du mégawatt offshore. Donc on a fait que des choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Donc je ne vous dis pas l'étude, si on faisait la même avec 10 milliards d'euros, qu'est-ce qu'on peut faire en emploi. Et là en emploi, vous voyez, il y a à peu près 400 couillons qui passent dans la centrale pour la faire tourner, 250 à 340. Et il y aura 10 000 emplois dans la même période créés par les énergies renouvelables. Donc avec 10 milliards, je ne vous dis pas. Oh là là. Donc ça, bref. Donc je passe sur les détails parce que sinon on ne va pas y arriver. Juste quelques mots sur les technologies d'avenir, il y en a beaucoup. L'arrivée de la pile à combustible qui est que de la cogénération. Le moteur Stirling qui va se mettre sur des chaudières bois ou même gaz qui existent déjà. Mais pas beaucoup en France, comme par exemple. Les énergies de la mer, il y a énormément de choses puisqu'on est à Cherbourg, quand même un petit peu de pub. Mais vous voyez, on n'avance pas vite non plus, parce qu'en Angleterre, ils y vont vachement plus vite, et en Bretagne aussi. Il y a un peu plus de motivation. C'est marrant, il y a des endroits où c'est plus dur d'avancer que d'autres. Donc vous voyez, après, bon, je vous en passe et des meilleurs sur les énergies des vagues, sur l'osmose qu'on peut tirer entre justement la différence de salinité entre l'eau douce qui arrive d'un fleuve et l'eau de mer. Avec ça, on fait des centrales. Donc ici, une centrale au Danemark, où vous avez effectivement l'eau de mer qui est prélevée et l'eau douce qui est prélevée, ce qui nous permet, par la différence des deux, de créer de l'énergie. Et ici, vous voyez, le plus gros chantier du monde, il va être là. C'est l'éolien offshore il se bagarre déjà entre les Anglais et les Allemands, mais aussi pacifiquement, pour trouver leur place pour implanter des éoliennes sur des gros projets offshore. Et l'éolien offshore, chez nous, on en est loin de cette zone, malheureusement. Donc voilà. Alors 2 mots sur la gazéification du bois, j'en ai parlé tout à l'heure, avec des exemples ici d'un moteur Stirling qui part à partir du gaz de bois. Rassurez pour vous, c'est pas français, c'est un produit danois. Et ici, quelques exemples de piles à combustible d'1 MW, vous voyez, qui font de la cogénération. Ici, c'est une brasserie, c'est la bière de houblon, avec les déchets de houblon, en fait, du gaz, qui tournent dans les piles à combustible, qui font la chaleur pour l'usine et l'électricité. Donc, et on arrive à faire maintenant ce qu'on appelle la trigénération. Avec du chaud, on peut même faire du froid, et on peut faire aussi de l'électricité, et ainsi de suite. Donc j'avais quelques exemples qui existent. Je vais juste vous faire voir aussi comme quelques exemples à l'étranger pour vous faire rêver. Il y a Fribourg en Allemagne qui est très connu pour une ville qui travaille énormément sur l'huile d'énergie. Il y a qui est
l'autre côté de la Manche, là, à 20 minutes de la banlieue de Londres, dans le sud, qui a fait des bâtiments à 98% de matériaux recyclés. Je ne sais pas si vous voyez ces bâtiments-là. 98% des matériaux, c'est du démontage de chantier qui ont été récupérés et recyclés. Et le coût du bâtiment n'est pas beaucoup plus cher qu'un bâtiment construit avec des matériaux neufs. Il y a énormément de main-d'œuvre en plus, ça c'est peut-être pas idiot, mais par contre, les matériaux ont un coût quasi nul si vous faites du récupération. Donc vous voyez, on pourrait faire beaucoup de chantiers, et on pourrait mettre en place par région des plateformes de récupération des déchets, entre guillemets, de bâtiments déconstruits, avec un inventaire sur Internet. L'architecte qui a besoin de faire un bâtiment, il dirait tiens, il y a ça en stock, c'est gratos, j'y vais. Ah oui. Bref, un vieux rêve, mais c'est pas si simple, hein, c'est pas si compliqué, mais comme par hasard. Donc voilà, des petits exemples. Je vais te faire un petit mot sur le Vorarlberg, hein, ça te donne envie d'émigrer, même si j'espère qu'ils vont quand même bien voter, malgré tout. Et vous voyez l'exemple de la campagne des bidons, là c'est excellent, parce que ici le tas de bidons, alors c'est emmerdant pour le mec qui est en face, mais ça ne durera pas, c'est juste après les travaux. Ils font un tas de bidons en équivalent pétrole avant travaux et après, là, vous voyez les bidons à droite. Donc c'est très communicant et tu as l'ensemble de la population qui investit dans ce travail, parce que c'est vraiment du top-down, comme on dit. Non, top-down, c'était pour rire, c'est chez nous ça. C'est-à-dire le chef dit et les autres appliquent. Oui. Là-bas, c'est plutôt, on monte les marches un à un vers le soleil, n'est-ce pas? Un autre exemple d'autonomie totale, si on peut en parler, c'est pour ceux qui veulent, je pourrais leur envoyer des documents, c'est Güssing en Autriche. Alors c'est carrément de l'autre côté, du coup, des côtés où on croit ou on ne croit pas, mais c'est juste à l'opposé. Et un petit village qui était en train de crever parce qu'ils étaient sur un plateau face à la Hongrie, il y avait 50 ans de murs de fer, hein, vous vous rappelez, tu avais les affreux communistes d'un côté, les salles capitalistes de l'autre. Maintenant c'est la même merde des deux côtés, donc c'est mieux. Ici, donc vous voyez, ils se sont posé le problème, et depuis qu'ils s'y sont mis en 91, le système marche toujours. Donc, en 97, ils ont mis l'installation en route. Et maintenant, il y a l'installation qui a mis 13 millions d'euros. Ils ont créé à peu près 1000 emplois sur 25 000 habitants. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un exemple. Et vous voyez comment ils font? Ils font que de la cogénération. En partant de toutes les sources de soleil, de vent, etc. Enfin, pas de vent, pardon. Il n'y a pas de vent, mais bon, donc ils utilisent, vous voyez, tout ce qu'ils peuvent pour faire. Et ils vont même jusqu'à un système qui s'appelle Fischer-Tropsch, sur son accent. C'est un Allemand qui avait inventé ça, avec du gaz de bois, enfin vous refaites un carburant qui va dans votre véhicule. Donc vous voyez, les pompes à essence dans la ville de Güssing, c'est ou de l'huile de cuisine ou de l'huile agricole, ou pour le diesel, et vous avez du Fischer-Tropsch qui vous vient de gaz de bois. Donc quand vous faites le point de l'apport, vous faites le point citoyen. En France, c'est pas possible, il y a ça a changé de nom, la TIPP. La TIPP, voilà, qui vous interdit de rouler avec votre huile de friture sur la route parce qu'il faut payer des taxes. Donc voilà, un autre exemple sur le... Bref, je passe. Juste un dernier, je finis là-dessus. Si vous en avez marre, vous jetez des trucs. Voilà. On en a pas marre, Michel, continue. Il faudrait beaucoup plus de temps. Donc ici, l'exemple du smart grid, l'intérêt de ce mot qui peut regrouper... Alors EDF en fait, ils ont fait Nice Grid, tout ça, mais c'est pas dans la même approche. Si on n'a pas une implication citoyenne sur le réseau intelligent, on va vous mettre des machines complexes qui vont s'occuper de tout, mais surtout pour vous demander votre avis. Et par contre, si on s'associe à ces projets, on va tous réfléchir. Par exemple, on peut vous couper le courant de votre frigo pendant une demi-heure. Hein, parce que bah voilà, les frigos sont tellement bien isolés, si le courant, on ne l'appelle pas à ce moment-là, on gagne. Donc globalement, vous voyez, on réfléchit sur comment éviter justement ces pics de consommation sur tout un petit territoire. Et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire comme entrant en énergie renouvelable. Donc c'est l'avenir, si on en a un, et absolument impliqué avec des citoyens, mais ça on approche sur le deuxième tableau. Donc voilà, j'avais plein d'exemples de smart grid intelligent, juste un sur celui qu'on a vu au Chili, qui est un truc extraordinaire. C'est l'université du Chili qui a mis en place un microgrid à Huatacondo, pardon. C'est un tout petit bled de 500 habitants isolés. Ils ont mis des panneaux solaires, une petite éolienne qui a été investie par le Chili. Avant, ils avaient un groupe électrogène, ils amenaient du fuel, ça leur coûtait cher, et puis il y a 4 heures de route en 4x4, et encore, ça passe pas toujours. Donc, vous voyez, dans ces bleds-là. Donc, du coup, ils ont une petite installation, ils ont gardé le groupe en secours, et ils viennent de le démonter, là. Donc, ça veut dire que ça marche bien. Et en fait, les gens, chez eux, ont un petit indicateur ici, donc on alimente les maisons avec un petit réseau, et en plus, quand vous allez dans le village, c'est eux qui vous présentent comment ça marche.
Voilà. C'est-à-dire que les gens de la commune, qui ne sont pas des techniciens, vous expliquent complètement comment marche le système. Tout ce qu'ils peuvent faire à titre de maintenance, c'est bien sûr, c'est pas eux qui dépanneraient des onduleurs quand il y a un problème, mais ils vont faire au moins le niveau 2 de la maintenance, hein, largement. Et ici, avec un petit réseau, un tout petit, alors vous me direz, c'est tout petit, 500 habitants, bah oui, mais et depuis qu'ils ont fait ça, d'ailleurs, ils se sont dit, bah, c'est con, on va chercher du gaz pour faire chauffer de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils fabriquent maintenant? Des capteurs solaires thermiques. Ouais. On commence par un truc et ça dérape tout de suite. C'est bien ce qu'ils ont compris en face là-haut. Donc vous voyez, chez tous les gens, vous avez ça. Donc une espèce de pendule avec des LED de couleur verte, orange, rouge. Suivant les moments, vous savez que là, faites gaffe, si vous êtes dans le rouge, vous allez faire démarrer le groupe. Donc les gens s'autogèrent avec, vous voyez, c'est un réseau intelligent avec des gens intelligents. Hein, ça change tout. Hein, donc voilà un petit exemple. Je finis là-dessus sur le petit schéma, mais c'est un moment de bonheur de voir des gens qui n'étaient pas du tout dans la technique ni dans tout ça, qui se sont appropriés une technique et qui en sont tellement heureux parce qu'avant le groupe c'était un gros problème d'entretien, ça leur coûtait très cher et maintenant ils ont une vraie autonomie, une qualité de vie. Donc les énergies renouvelables, on peut faire mieux que ce gros machin là-bas qui fait de l'eau chaude et on peut en vivre très bien. Donc voilà en gros pour conclure la conclusion qui était là. Voilà. C'est construire une vision pour un projet fait par et pour le territoire, donc ça tombe bien et on va nous en parler. Transition énergétique. Michel avait prévu un gars pour 1m3h, on dit que c'était un peu long, donc il le mettra peut-être sur le site du Cannes Ouest. Hein. Oui, voilà, je te l'enverrai. Mais vous aurez la totale, vous pourrez passer longue sur les hivers. Merci. Bon, là je vais causer un peu moins de chiffres, mais je vais présenter un autre aspect de ces énergies renouvelables qui ont été annoncées par la suite. D'abord, qu'est-ce que vous voyez ici? Je pense que tout le monde... Des éoliennes, tout le monde connaît ça. Et si je vous montre la suivante, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, c'est pas tout à fait le même type d'éolienne, ou plutôt la première diapo c'était les mêmes éoliennes, mais celles qu'on voit d'habitude un peu partout. La deuxième diapo, effectivement, c'est le premier parc éolien citoyen de France qui a été financé par plus de 1000 personnes. Donc il y a une petite partie des actionnaires qui sont là, mais ça montre que ces parcs éoliens, au lieu d'être développés, maîtrisés par des opérateurs extérieurs, peuvent être développés, maîtrisés de bout en bout, depuis les études initiales jusqu'à l'exploitation, par des habitants du territoire. C'est un petit peu ce que je vais vous montrer par la suite, voir un peu ce qui change dans ces processus. En fait, en France, je vais m'attacher surtout à la production et consommation électrique. En France, depuis 70 ans, en fait, pour la plupart des consommateurs, à part quelques-uns, je pense à la Vienne ou quelques régies qui existent encore, on a délégué notre production-consommation à un service public. Bon, qui est dit service public, on en doute de temps en temps, qui est EDF. Ce qui fait que quand on appuie sur le bouton de l'interrupteur, on ne se pose pas la question de comment ça s'est produit, quel coût ça a, quelle maintenance, etc. Donc ça, depuis 70 ans, en fait, on a complètement déresponsabilisé les gens sur leur production, voire consommation d'électricité. Heureusement, il y a des choses qui changent. Depuis 2007, même si certains ont dit on casse le service public, en tout cas ça permet à des nouveaux acteurs de venir sur le marché. Je n'en citerai qu'un qui est celui que je préfère, c'est NERCOP, qui permet de ne plus être raccordé à nos chères centrales nucléaires, mais uniquement de consommer de l'électricité d'origine renouvelable. Et là on est sûr qu'avec NERCOP, la quantité de kilowatts qu'on consomme provient effectivement de sources d'énergie renouvelables, même si effectivement dans les tuyaux tout se mélange, mais NERCOP injecte autant d'électricité que ce que vous en consommez. Donc effectivement depuis 2007 il y a cette possibilité qui existe et des opérateurs qui s'y mettent, dont plus ou moins vertueux. C'est pour ça que je parle que d'NERCOP. Et dans le même temps, certains se sont dit, on peut peut-être faire aussi l'inverse, c'est-à-dire plutôt que de
choisir sa consommation, on peut aussi choisir ses modes de production. Alors soit on travaille sur le mode individuel, mais on s'aperçoit que c'est relativement cher quand on travaille au niveau individuel. Tu as parlé un petit peu des éoliennes individuelles par rapport à des éoliennes collectives comme les nôtres en Bretagne. Une éolienne individuelle, il faut bien compter 20-30 000 euros pour avoir sa consommation par personne. Une éolienne collective, c'est à peu près 1 500 euros pour avoir une éolienne qui va produire l'équivalent de la consommation d'un foyer, garantie pendant 20 ans. Donc, après, on nous dit les énergies renouvelables, ça coûte cher. Ben, à l'installation, c'est pas très cher. Et ça vous permet d'avoir un outil qui tourne pendant 20 ans, y compris main-d'œuvre, remise à plat s'il y a quelque chose qui tombe, etc. Démantèlement compris, puisque bien sûr, pour les énergies renouvelables, on est obligé de penser démantèlement dès la construction des projets. Donc, heureusement que EDF ne doit pas faire ça, parce que sinon, jamais il arrivera à construire des centrales nucléaires. Malheureusement. Voilà. Donc, le principe, c'est relativement simple. On regroupe de l'argent de tous ces consommateurs et ça nous permet de financer des équipements qui sont effectivement plus performants parce que plus conséquents. Une petite éolienne individuelle va chercher le vent à peut-être 10 mètres maximum de haut, tandis que les éoliennes de nouvelle génération, on prend le moyeu, c'est à 100 mètres de haut, on a des vents beaucoup plus réguliers. La puissance de l'éolienne est liée au carré du diamètre de l'éolienne. Donc, dès qu'on augmente un petit peu le diamètre, on augmente énormément les puissances fournies. D'où l'intérêt plutôt de se regrouper pour faire quelque chose. Alors, du coup, on parle de projet citoyen. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est simplement, le principe est simple, c'est des citoyens se regroupent, essayent de voir ce qu'il y a comme énergie sur leur territoire et essayent d'exploiter leurs propres ressources, de telle sorte que ces ressources deviennent aussi des ressources pour le territoire, des ressources économiques pour le territoire. Et en plus, ils participent, en participant à la gouvernance, c'est-à-dire à la direction au pouvoir dans ces sociétés de production, on espère bien qu'ils comprennent un peu plus les enjeux de l'énergie et au lieu de seulement produire, ils travaillent aussi aux réductions de leur consommation. Et d'ailleurs, quand on parle de projet citoyen, on associe toujours production et économie d'énergie. Pour citer que nos parcs de Bretagne, où on en a 3 maintenant, chaque parc finance un animateur pour qu'il travaille sur les économies d'énergie pour les riverains et les gens qui ont investi dans ces projets-là. Alors, mener un projet d'énergie renouvelable, ça peut être dans certains cas assez long. Si on prend du solaire, par exemple, ça peut être assez rapide. Tu nous avais parlé de Pleine Sud Énergie, 3 toits solaires sur des communes, sur des écoles de la communauté de communes de Tende. Ça a été assez rapide à monter. Bon, pour 500 mètres carrés en tout de capteurs solaires. Donc, pour des petits projets, ça peut se monter assez vite. Par contre, effectivement, en France, je ne sais pas pourquoi, dans d'autres domaines, notamment l'éolien, on compte plutôt 10 ans pour monter un projet. En Allemagne, c'est plutôt 3 ans. Je ne sais pas d'où vient la différence, mais... alors, comment on s'y prend? D'une part, c'est important pour tout projet d'énergie renouvelable de faire un petit inventaire de ce qu'on a comme ressources sur le territoire. Effectivement, il y a des territoires où on a plutôt de l'eau qui tombe quand on est en montagne, d'autres endroits où on a plutôt du vent, du solaire, etc. Mais l'avantage des énergies renouvelables, qui sont plutôt diffuses, c'est qu'elles se trouvent partout. Et il n'y a aucun territoire qui manque d'énergie renouvelable. Et même si elles sont diffuses, elles peuvent être exploitées finalement à petite échelle. Et donc, ce qui va faire automatiquement des réseaux plus décentralisés, moins de pertes en ligne, et possibilité aussi qu'un territoire reprenne en main ses productions.
Donc, premier temps, on essaye de voir un peu quelles sont les ressources du territoire, ressources tant en termes de ressources d'énergie renouvelable, mais ressources en termes de mobilisation possible des citoyens, quelles sont les compétences, quels sont les gens qui ont envie de se structurer et de s'organiser pour pouvoir se lancer dans un tel projet, et puis ensuite quelles sont les ressources financières pour pouvoir financer ces projets d'énergie renouvelable. Donc tout ça, on les mène en parallèle, et c'est plutôt les aspects techniques et réglementaires qui sont longs à développer que les aspects financiers ou les aspects organisationnels dès le départ. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans ce type de projet, on va avoir besoin de multiples compétences, et quand on regroupe des citoyens, on s'aperçoit en fait qu'on bénéficie dans ces regroupements de citoyens de compétences énormes. Je vois, nous, quand on a commencé sur nos projets, personne ne connaissait ni les aspects éoliens, ni les aspects techniques. Enfin, personne n'était spécialiste de ça, mais tout le monde, tous ensemble, on était une trentaine de personnes à bosser là-dessus, ben, on s'est aperçu que en travaillant nous-mêmes, finalement, on arrivait, en mettant ensemble toutes ces compétences, à avoir des capacités qui dépassaient largement le nombre du bureau d'études. D'autant qu'on s'adosse de toute façon à des spécialistes pour certains domaines. Bien sûr, on va faire appel à des bureaux d'études spécialisés pour le vent ou l'acoustique ou bien des aspects techniques, mais tous les citoyens qui sont sur place peuvent en maîtriser une partie, ou en tout cas, c'est important qu'ils en maîtrisent la connaissance pour pouvoir discuter quasiment d'égal à égal avec les bureaux techniques pour ne pas se laisser embarquer dans des solutions qu'ils ne veulent pas. Donc, tout cet aspect montée en compétences et utilisation des compétences locales, c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique en termes territoriaux. Été 30 personnes à bosser ensemble pendant des années pour construire un projet. Quand vous associez à peu près 1000 personnes qui vont participer pour financer ces projets, au niveau d'un petit territoire, ça fait une sacrée dynamique qui peut se reporter ensuite sur d'autres projets, et donc engager vraiment toute une dynamique de changement d'habitude et de consommation. Donc, ce que je résume un peu ici, pourquoi faire un projet citoyen d'énergie renouvelable? Tout d'abord, un projet d'énergie renouvelable, c'est pas forcément bon pour un territoire. Parce que si on place les éoliennes n'importe où, si on fait des usines de méthanisation qui vont produire plus une agriculture intensive, etc., ou des regroupements tels qu'il y aura énormément de transport pour amener les déchets, c'est pas forcément bien. Donc, quand un projet est maîtrisé par le territoire connaît l'endroit où il habite, connaît les problèmes éventuels, connaît les relations entre les acteurs et peut beaucoup plus facilement intégrer un projet et de ce fait aussi limiter les oppositions. Parce qu'on voit que pour nombre de projets, je pense notamment à l'éolien, dès qu'il y a un projet, il y a un comité d'opposition qui se monte. Quand on a des projets qui sont montés par le territoire, ils ont beaucoup plus de difficultés pour impliquer des riverains, parce que non, ils trouvent que, et oui, c'est intéressant d'essayer de maîtriser sa propre énergie. Ensuite, ça permet des nouvelles formes de cohésion sociale, comme je le disais. Quand on implique des gens autour d'un projet, même un projet industriel, puisque des projets d'énergie renouvelable, il ne faut pas se cacher les yeux, il y a des compétences techniques, des financements de type industriel, mais la différence, c'est qu'ils sont maîtrisés sous forme coopérative par les gens du coin. Du coup, ils se forment pour travailler ensemble, pour apprendre à gérer ensemble une société, pour apprendre à gouverner ensemble, c'est-à-dire créer des pactes d'actionnaires, travailler sur les statuts, et puis se coltainer des comités de direction pour comprendre quels sont les enjeux et prendre rapidement les bonnes décisions. Donc tout ça, ça permet de créer une nouvelle forme d'appréhension de l'économie locale,
par des gens qui, au départ, ne sont pas forcément spécialistes de ça. Et on s'aperçoit que finalement, des gens qui ne sont pas spécialistes peuvent arriver ensuite à présenter ailleurs tous les processus, des formes de structure économique, juridique, même dans des hauts lieux. J'étais intervenu à Sciences Po à Paris pour présenter des types de structures juridiques et montage financier, alors que moi, je n'ai aucune formation juridique et financière. Je suis sculpteur. Bon, mais au fur et à mesure, on se forme. Et finalement, c'est assez intéressant de se former, et c'est une sacrée aventure. Bien sûr, quand c'est un projet de territoire, ça permet des retombées économiques pour le territoire. Des entreprises, les grosses entreprises qui viennent déposer des projets d'énergie renouvelable chez vous, c'est pas uniquement pour le plaisir de faire des énergies renouvelables. C'est avant tout des énergéticiens qui ont des enjeux financiers. Il y a des fonds d'investissement derrière, il y a énormément de spéculation derrière. Et en fait, on vient dans les territoires, le plus souvent ruraux, pour prendre une ressource et l'exporter ailleurs. Mais ça ne profite pas au territoire. Donc, même s'il y en a, on dit si, ça va vous faire des revenus, vous aurez quelques taxes liées à l'IFER ou les ex-taxes professionnelles, quelques loyers, mais c'est qu'une toute petite partie des revenus qui sont générés. Et même pour les impôts, une société locale va payer plein pot, 33% d'impôts. Les multinationales qui viennent sur votre territoire exploité, ça n'est pas du tout les mêmes taux d'imposition. Ils sont beaucoup plus faibles, parce que défiscalisation, c'est très facile à faire. Donc, ça fait des retombées économiques pour un territoire. J'aime bien citer un maire de Saint-Georges-sur-Arnon, toute petite commune dans l'Indre, Jacques Palace. Ils ont un parc éolien qui a été financé par la collectivité, une société d'économie mixte. Ils ont un parc de 10 MW qui tourne depuis 4 ans. Au bout de 4 ans, il m'a dit on a récupéré 4 millions d'euros d'autofinancement possible pour la commune. Donc, on baisse les impôts locaux, on imagine même de les supprimer, on crée des tas de services pour la collectivité, et puis on va refaire un deuxième parc éolien, mais là, il va être financé par les citoyens. Donc, c'est vraiment pour se dire que ce sont des ressources pour les territoires, et dans les territoires ruraux notamment, souvent on manque de ressources. Et bien, exploitez les ressources qui sont chez vous. Et bien sûr, ça permet d'impliquer les citoyens et les collectivités dans un projet, une meilleure acceptation locale, parce que, effectivement, ça peut déranger certains, ça peut créer des gènes, des projets d'énergie renouvelable, et c'est important, d'une part, de les minimiser, de les gérer sur la totalité de la durée de vie d'un projet, et puis de tenir compte des avis des uns des autres, pour essayer de faire des projets qui ont le moins de gêne possible, même si ça transforme de toute façon un paysage d'un territoire. Je cite les éoliennes, effectivement, une éolienne dans un paysage, ça se cache un peu plus difficilement qu'une centrale nucléaire à 100 km de chez soi, mais quand on connaît les enjeux, quand on sait à quoi ça sert, et que quand on appuiera sur le bouton de son interrupteur, ça sera de l'éolienne, l'énergie de l'éolienne qui est derrière soi, et en plus si on a participé au financement, on l'accepte beaucoup mieux. Et pour finir, on fait le pari que d'impliquer les gens dans la production de l'électricité, ça leur permet de comprendre un petit peu les coûts, les enjeux, et finalement, à l'arrivée, de réduire plus facilement leur consommation. C'est aussi pour ça que nos projets accompagnent les riverains pour permettre qu'ils limitent leur consommation. Un exemple relativement local, les toitures solaires des écoles, de 3 écoles à Caen. Donc un projet qui a été monté par une association, une société coopérative d'intérêt collectif local. C'est quand on parle de projet d'énergie renouvelable, effectivement, le principe c'est que des gens participent au financement, c'est du
en participant au financement, bien sûr, c'est un investissement. Les risques sont relativement faibles parce que, effectivement, vous aurez tous besoin d'énergie. On aura, je crois, encore un petit peu longtemps du soleil, donc tant qu'on vit encore, je crois qu'on verra encore du soleil, du vent, de l'eau, etc. Donc ce sont des ressources qui vont rester sur place. Donc on a une ressource qui est pérenne, on a des consommateurs qui sont assez pérennes, donc le site peut fonctionner assez bien. Maintenant, comment on peut arriver à maîtriser, gérer des projets comme ça qui nécessitent quand même des budgets relativement importants? Là, je vais vous parler des parcs éoliens qu'on a montés en Bretagne. C'est des budgets de 12 millions d'euros quand même. Bon, alors, déjà, l'originalité de ce projet, c'est que depuis le début, ce sont des gens qui se sont regroupés pour réfléchir aux études, financer les études. Financer les études dans un projet éolien, on n'est pas sûr d'arriver au bout. Là, on a mis 300 000 euros qu'on a réussi à mobiliser sur le territoire en un mois pour, avec le risque que ça a nécessité, pour financer les études, être maître de l'organisation des études, parce que c'est nous qui décidions où on allait les mettre, ces éoliennes, qu'on n'allait pas en mettre 6, mais que 4, pour pouvoir être moins gênant pour les riverains, etc. Et on a réussi à obtenir effectivement 2 permis de construire. Mais une fois qu'on a les permis de construire, se pose la question de financer, non pas quelques centaines de milliers d'euros pour les études, mais passer plutôt à des millions d'euros, puisque là, c'est sur 4 éoliennes qui coûtent un peu moins de 12 millions d'euros installées, raccordées et compagnie. Donc, ça c'était dans les années 2009, où on a eu nos permis de construire. On a dû franchir quelques obstacles, parce qu'en France, on aime bien protéger les consommateurs, donc mettre des tas d'obstacles pour pas qu'ils y arrivent. Comme ça, ils ne prennent pas le risque. Et donc, notamment, concernant l'investissement, on n'avait pas le droit d'associer plus de 100 personnes dans un projet sans avoir l'autorité des marchés financiers qui viennent contrôler qu'on garantisse bien les petits souscripteurs. Mais pour faire un dossier, pour avoir l'aval de l'autorité des marchés financiers, en gros, il faut faire un dossier qui coûte entre 100 et 200 000 euros. Il faut que l'entreprise ait une antériorité de telle sorte qu'elle puisse justifier qu'elle soit solide, etc. Donc, a priori, ce n'était pas possible. Ce qui fait que l'ADEME, qui nous a soutenus dans cette aventure-là, nous a mandaté pour trouver une solution. Et la solution qui a été trouvée avec des partenaires comme Enercop, la Nef, le Crédit Coopératif ou Solira, Espul, qui sont des plus branchés dans le solaire, ça a été de créer un fonds d'investissement national qui s'appelle Énergie Partagée, et qui, lui, aurait le droit de communiquer pour financer l'ensemble des projets de renouvelables citoyens en France, et donc permettre de respecter la loi, et que localement, on puisse contourner un petit peu la loi en s'appuyant sur son fonds d'investissement, mais en communiquant un petit peu autrement localement. Ce qui fait qu'en communiquant à titre privé, en faisant des réunions qu'on a appelées Tupperwatt, on a réussi à créer 53 clubs d'investisseurs qui regroupent 800 personnes et qui ont amené 1,4 million d'euros dans notre société pour petit à petit compléter nos fonds propres. Quand je parle de fonds propres et quand je parle de ce type de projet de 12 millions d'euros, on ne finance pas directement les 12 millions d'euros. On récupère un peu de fonds propres, une fois qu'on en a assez, on va voir les banques, et on complète avec des emprunts, ce qui fait aussi qu'on arrive à financer plus de projets quand on fait des emprunts, parce que ça se rembourse au fur et à mesure de la vie du projet. Donc, on a pu mobiliser 53 clubs d'investisseurs, 800 personnes.
qui se seront regroupés au sein d'un collège qu'on appelle le collège des clubs. Un autre collège a été les membres fondateurs qui avaient suivi de bout en bout le projet et qui ont apporté aussi une somme assez conséquente, 450 000 euros. Énergie partagée, le fonds d'investissement que je vous avais indiqué qui a apporté 500 000 euros. Les collectivités locales ont été intéressées pour qu'elles y arrivent. À l'époque, elles ne pouvaient pas rentrer en direct dans une société de production, elles devaient passer par une société d'économie mixte, ce qui est un peu compliqué, ce qui fait que nos communes riveraines ne sont pas rentrées dans le projet. Mais aujourd'hui, avec la loi de transition énergétique, une collectivité peut rentrer en direct dans une SAS ou une société de production d'énergie locale, ce qui est beaucoup plus simple pour pouvoir associer collectivité et citoyens. Parce que pour nous, associer la collectivité, c'est quand même pas mal, parce que quelque part, elle représente tous les citoyens qui n'ont pas forcément tous les moyens d'investir dans ce type de projet. Donc pour nous, c'est intéressant de travailler avec une nouvelle habitude de gouvernance qui associe directement les citoyens et les collectivités. Et ça, c'est aussi un peu nouveau pour les collectivités, c'est un petit peu dur à apprendre. Je vois par exemple pour notre projet où c'était la région Bretagne qui a voulu rentrer, mais elle a apporté peu, 300 000 euros sur 2,7 millions. Mais elle voulait dicter sa loi. Elle disait, le poste aux économies d'énergie, nous, on n'en veut pas parce que ça fait diminuer les retours sur investissement. Donc, nous, on n'en veut pas. Alors, elle dit, non, nous, c'est inscrit dans le permis de construire, de toute façon, ça ne peut pas changer. Ensuite, la région a dit, bon, c'est bien joli, mais avoir affaire à 1000 particuliers au sein de la société, et nous, non, regroupez-vous au sein d'une société, puis comme ça, il n'y aura que 2 sociétés, nous, plus les citoyens, la société de citoyens. Alors, elle dit, non, nous, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vos 300 000 euros, c'est pas compliqué pour retrouver 300 000 euros. Par contre, ça nous intéresse que politiquement vous soyez là pour associer la collectivité sur un projet de citoyen. Donc ça prend à laisser. Bon, le lendemain, ils ont accepté. Mais si les citoyens ne sont pas suffisamment forts localement pour se mobiliser, pour mettre aussi de l'argent dans leur... Parce que, mine de rien, l'argent, c'est l'autonomie. Hein, si vous ne mettez pas un peu d'argent au pot, vous allez vous faire guider par d'autres qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Et du coup, avec cette autonomie, on décide effectivement de ce qu'on veut, faire des économies d'énergie, de la façon dont on va gouverner. C'est une personne, une voix. Le plus petit actionnaire chez nous, c'est 23 €. Il a le même pouvoir que les plus gros actionnaires physiques qui ont mis 50 000, ou bien au sein des membres fondateurs, on a notre société qui avait apporté le permis de construire, qui a été évalué à 1 million d'euros. Et 23 € a le même pouvoir que cette société qui a apporté 1 million d'euros. Donc, et ça fonctionne. Là, en fait, cette société marche depuis 2009, a dû franchir quelques aspects compliqués parce que, notamment à un moment donné, le tarif d'achat de l'électricité avait été remis en cause par les anti-éoliens. Donc plus de tarif d'achat d'électricité, plus d'emprunts bancaires possibles, parce que les banques courage billon, dès qu'il y a un petit risque, elles ne sont plus là. Et bien, ce sont les clubs d'investisseurs qui, en une matinée, ont décidé à l'unanimité d'engager leurs fonds propres pour commencer les travaux, pour faire que le projet soit maintenu, parce que sinon, le permis de construire n'était plus valable et on n'avait plus de permis de construire. Une matinée, tout le monde a décidé à l'unanimité, moins une abstention, pour lancer les travaux. Et ensuite, quand ça s'est arrangé au niveau des tarifs d'achat, bien sûr, les banques sont revenues. Mais pas les banques françaises, parce que c'est un projet nouveau, c'était le premier en France, c'était coopératif, une personne nous voit, on n'aime pas beaucoup ça, même avec les banques avec qui on travaillait, le crédit coopératif par exemple. Donc on est allé voir en Belgique, une banque qui est un peu l'équivalent de la NEF Triodos, qui finançait déjà des projets de ce type-là en Belgique, qui a dit ok, on vient, pas de problème. Du coup, crédit coopératif, la NEF, BPI France ont bien voulu venir après. Deuxième projet, ça a été un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a fait un appel d'offres aux ventes, il y a une dizaine de banques qui ont répondu,
On a dit, ben, nous on va prendre ça et ça. Voilà, et on a choisi BPI France et Triodos en deuxième. Comme quoi, en France, dès qu'on a un projet innovant, il ne faut pas attendre d'être soutenu par les banques. Il faut vraiment aller au-delà et prendre des risques pour les bousculer un petit peu. En tout cas, ce fonctionnement, ça fonctionne. Ça a permis de mener la construction de parcs et l'exploitation du parc depuis début 2014. Et les décisions sont prises rapidement. Il y a un collège de 12 administrateurs qui se réunissent une fois par mois, qui décident de toutes les choses. L'exploitation est faite par du coup une entreprise qu'on a créée, parce que quitte à commencer à créer des entreprises, on doit être à 5 entreprises qu'on a créées actuellement qui gèrent chaque fois différents projets. Donc on a une entreprise, Site à Voie de Développement, qui gère l'exploitation du parc, qui fait le suivi de construction d'autres parcs, qui fait du développement encore pour d'autres parcs et qui suit actuellement une quarantaine de projets en France. Donc si vous avez des idées de développer de ce type de projet, actuellement il y a de la ressource. Il y a nos bureaux d'études, mais il y en a d'autres qui existent à côté. Et on a des possibilités de vous accompagner pour pouvoir faire ce type de projet. Donc, comment se lancer là-dedans? D'une part, il faut, notamment si vous êtes une collectivité, se dire, tiens, est-ce que vous voulez vous accepter un projet localement, ou est-ce que vous voulez accompagner ou être pilote d'un projet? Ces trois possibilités sont possibles. Sachant que nous, ce qu'on privilégie, c'est plutôt l'association collectivité plus citoyen. En tout cas, si en tant que collectivité, vous faites affaire avec un développeur privé, faites-vous accompagner pour ne pas vous faire bananer, parce que ça n'est quand même pas les mêmes intérêts. À titre d'exemple, dans le domaine éolien que je connais bien, un permis de construire, vous ne pouvez pas imaginer le prix que ça vaut. Ça se valorise actuellement de bénéfices 1 million d'euros par machine. Simplement pour avoir un petit papier A4 qui dit vous pouvez construire votre parc. Et ça coûte 1 million, ça se vend sur le marché 1 million d'euros par machine pour 2 MW. Donc si vous le faites vous-même, vous gagnez vite 4 ou 5 millions d'euros, c'est pas négligeable. Donc, et ça, on se retrouve actuellement dans l'énergie, et l'énergie renouvelable est vraiment un marché spéculatif. Donc si vous laissez ça aux grands groupes, on rentre dans cette spéculation. Si vous reprenez ça en main, et c'est possible de reprendre en main, quitte à s'appuyer sur des bureaux d'études spécialisés, mais il faut que ce soit vous qui soyez les pilotes, et non pas vous faire piloter par ces bureaux d'études. Donc pour cela, il faut monter en compétence aussi, pour comprendre les enjeux, comprendre le montage financier, comprendre les aspects techniques, de telle sorte que vous en restiez maître et que vous n'écoutiez pas la parole divine de ces bureaux d'études en les croyant sur parole. Ils détiennent une part de la vérité, mais ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts que vous. Si vous êtes développeur, c'est-à-dire les bureaux d'études qui montent ce type de projet, ça peut avoir un intérêt pour vous, ne serait-ce que parce que ça facilite l'acceptation locale. Par contre, il faudra sans doute accepter de perdre une part de votre gouvernance, de partager cette gouvernance et votre pouvoir. Sinon, ça n'est pas un projet citoyen, ça n'est pas un projet local. Et si vous êtes citoyen, se lancer dans une aventure comme ça, c'est effectivement une aventure. Ça peut prendre du temps, mais c'est extrêmement formateur, dynamisant. Ça permet de travailler, non pas de s'opposer à telle centrale nucléaire, parce que s'opposer, c'est un peu fatigant à la fin, mais quand on travaille sur un projet positif, collectif, ça permet de surmonter les obstacles et puis de créer une sacrée dynamique au sein des groupes. Et actuellement, des outils se mettent en place pour vous accompagner. Donc, pour les premiers, c'était peut-être un peu long, compliqué. Pour les suivants, ça reste encore un peu long, beaucoup moins compliqué et beaucoup plus facile. Je passe rapidement sur les possibilités, on pourra revenir parce que je crois que l'heure a pas mal tourné.
il y a différents scénarios possibles, un peu comme je disais pour des collectivités. Soit vous pouvez accompagner un projet qui est porté par des citoyens, soit c'est le projet qui est porté directement par la collectivité, soit c'est un développeur qui est sur le territoire et vous leur dites hop là, nous on veut bien, mais on veut bien prendre part et puis on veut bien maîtriser le projet. Et c'est de la négociation, mais les collectivités ont parfaitement le pouvoir de reprendre en main, parce qu'elles ont tout à fait le pouvoir de bloquer un projet. Il suffit de dire, nous on n'autorise pas l'accès au convoi de 100 tonnes qui vont passer sur nos routes, et puis le développeur ne pourra pas construire son projet. C'est pas plus compliqué que ça. Si la collectivité dit dans les enquêtes publiques, nous on y est opposé, ça sera un petit peu difficile pour obtenir les permis de construire. Donc la collectivité a du pouvoir et il faut qu'elle s'en serve. Et il faut qu'elle s'en serve à bon escient pour vraiment refaire des projets de territoire. Je vais passer un peu plus tout ça parce que je pense que ça, on peut revenir là-dessus sur les questions. Donc, je vous ai parlé de la création de ce mouvement énergie partagée en 2010, qui s'est donné comme objectif de cette réappropriation de l'énergie par les habitants du territoire pour favoriser d'une part des retombées économiques pour le territoire et surtout de prendre vraiment cette maîtrise de la question énergétique qui inclut notamment la maîtrise des consommations, parce que en gros les particuliers c'est 50% des consommations d'énergie minimum. Donc si on n'implique pas les particuliers dans des changements de mode de vie et de mode de consommation d'énergie, la transition énergétique, les problèmes d'effet de serre, on ne les résoudra pas. Donc il faut absolument arriver à intégrer l'ensemble des citoyens, ou le plus possible de citoyens, en faisant tâche d'huile, en les intégrant dans ces projets locaux. Et le pari, comme je disais, qu'on fait, c'est que s'ils sont intégrés dans la production, ils seront un peu plus sensibilisés aux problèmes de production. Quand on parle d'énergie citoyenne ou de projet citoyen, on a cadré ça un peu par une charte qui donne en gros un cadre ou des limites à ce type de projet pour ne pas en gros verdir des projets industriels qui ne sont pas vraiment citoyens. Donc première chose, il faut que ça soit un ancrage local, c'est-à-dire on n'est pas pour venir implanter un projet chez vous alors qu'on n'est pas du territoire. Il faut que les projets soient accompagnés par les acteurs du territoire, que ce soit des citoyens ou des collectivités, qu'ils en aient la maîtrise à long terme, et pas seulement pour quelques pourcentages de participation symbolique. Il faut qu'ils aient une place prépondérante. Il faut que la gouvernance soit ouverte et transparente et démocratique. En gros, une personne, une voix, même si on fonctionne par collège, c'est le même principe. Que, en termes écologiques, on ait une attention vraiment forte sur les enjeux des installations, au niveau de la méthanisation, de l'hydraulique, on peut faire des tas de conneries, au niveau de l'éolien, selon le mode d'implantation de ces machines. Donc, il faut qu'on ait une attention toute particulière à ça. Et le but, même si ce sont des projets rentables, le but, c'est pas de faire la spéculation sur l'énergie, c'est-à-dire de développer un projet, de le revendre ensuite en faisant une grosse plus-value pour aller refaire de la plus-value ailleurs. L'idée, c'est vraiment une exploitation dans la durée, au meilleur coût, de telle sorte que les coûts de gestion et d'exploitation soient gérés avec des retombées maximum au niveau local. C'est ça qui encadre les projets et qui fait qu'on a monté donc ce mouvement énergie partagée qui s'est donné deux missions. D'une part, appuyer, accompagner les porteurs de projets locaux, c'est l'association énergie partagée qui le fait, et d'autre part, créer un outil de financement, le fonds énergie partagée investissement, qui permet de collecter de l'épargne locale. Aujourd'hui, on en est un peu plus de 12 millions d'euros apportés par plus de 5000 personnes qui permettent de financer, là actuellement il y a une trentaine de projets d'énergie renouvelable citoyens qui ont été financés en France. Alors il y a du solaire, il y a de l'éolien, de l'hydraulique, de la méthanisation, de la biomasse avec notamment des micro-chaufferies bois,
mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi et on aimerait bien réussir à financer aussi des projets de maîtrise de l'énergie. Les modèles économiques sont un peu plus complexes et souvent les taux de retour sont plus longs, donc c'est moins évident pour les financements. En tout cas, l'association est là pour vous accompagner, pour d'une part faire de l'information pour dire que c'est possible, que ça existe, pour vous aider à vous structurer localement, pour vous former, créer des formations, pour faire des échanges d'expériences entre différents projets, parce que là, si on accompagne à peu près 200 projets en France, il y a chaque fois des modalités différentes. Et l'idée, c'est qu'on est dans la coopération, c'est-à-dire qu'on échange toutes les informations sur les structures juridiques, les montages financiers, les partenaires techniques qu'on peut avoir, de telle sorte que ça soit le plus facile possible à développer. Et puis, pour ce qui est de la phase investissement, ben le fonds énergie partagée peut être là et va pouvoir être là de plus en plus dès l'origine des projets. Et on est en train de travailler aussi à la mise en place d'un fonds d'investissement qui pourra permettre le financement depuis les études initiales des projets, jusque accompagner dans le montage des projets, montage des relations avec les banques, parce que c'est pas toujours facile d'aller voir une banque quand on est un projet local pas connu et qu'on veut commencer à mettre des millions d'euros. Les banques locales elles nous regardent un